Je ne me plierai pas, je ne m'en irai pas en silence, je ne me soumettrai pas, je ne me retournerai pas, je ne me conformerai pas, je ne me coucherai pas, je ne me tairai pas. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Eh bien, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant, déclaré encore Jean Jaurès. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 2 octobre de l'an de grâce 2020 pour cette nouvelle édition de DBS Matin. C'est la dernière du genre de cette semaine, mais nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans sur Facebook, WhatsApp, pour nous suivre justement sur tous les réseaux sociaux pour DBS Matin. Eh bien, comme j'aime le dire tout au long de cette édition, nous allons décrypter l'actualité, nous allons décrypter l'information, car comme j'aime le dire, eh bien, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais puisque nous sommes là ce matin, un vendredi, eh bien c'est un vendredi, tout est permis. Eh bien nous allons justement passer le temps à décrypter l'information sur mes deux mousquetaires sont déjà là ce matin. Alain Ndiok, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite comme bon, vous êtes en forme ce matin? Oui, disons que un tout petit peu, hier encore la voix ne sortait pas, aujourd'hui je pense que ça sort déjà un peu, donc on y va vers justement la sortie de la grippe, je vais dire comme ça. Pourquoi je le dis ce matin. Parce qu'il y a c'est normal, de sortie de crise maintenant au Cameroun, voilà. Donc je profite aussi de ce terme-là pour dire sortie de grippe. Et donc je salue donc ceux qui nous regardent du côté de la Cité des Palmiers et puis tous ceux qui nous regardent du côté de Betty. Eh bien, tous ceux qui nous regardent du côté de Bédi, nous avons d'ailleurs plusieurs téléspectateurs de ce côté-là. Ils nous regardent d'ailleurs tous les matins. Mangue Vernachus, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. This Friday, we thank God we've arrived Friday. How's it? Steve, I'm doing fine. And your family? We thank God we are doing fine. Eh bien, si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein? Steve, I'm doing fine, but not the best. Oh, ben non. Si vous allez bien, c'est le plus important. Hein? Vous passez pas de temps à dire oh, tout va mal. Non. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoique les événements sont enchaînés. Well, we accept that. N'oubliez jamais, hein, les événements ne vont jamais changer. Well, that's one thing. Il y aura toujours la pluie, il y aura toujours le beau temps. Alors, c'est ça aussi la vie. Elle n'est pas un long fleuve tranquille, mais bon, on fait avec. We have no choice. Bon, vous savez qu'actuellement, la même McDonald's qui est derrière les machines, vous savez, c'est la rentrée scolaire. Of course. Tout le monde pleure. And it's also waiting. Il y a Bias qui m'a dit tout à l'heure. Alors, je comprends que vous me disiez, bon, ok, ça va pas vraiment très fort. Hein. On le sait, la rentrée, c'est lundi prochain. McDonald's, bon, tout le monde est en train de souffrir un peu. Oui, mais c'est vrai. Bon. Il y a Bias qui souffre également. That is it. Because we are just calculating that will my children be able to so Vous savez qu'actuellement, là, c'est la période dans laquelle quelqu'un me disait encore hier, encore ce matin, me disait que cette période, c'est la période où on n'a plus de petites. Hein. Les petites, il n'y en a plus. They should wait for a while. We look at serious issues now, and after that, maybe those other ones may come. Messieurs, c'est justement pour vous faire sourire ce matin, ce week-end qui démarre en trompe. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, l'information traitée par nos confrères de la presse écrite, eh bien, c'est la revue de presse, la première partie, en langue anglaise, avec Mangue Vernachus. For this Friday, the second day of October 2020, we begin a review of newspaper headlines from the Guardian Post newspaper in their editorial page about school resumption in the Northwest and Southwest regions. And the paper says, government should take actions to ensure effective presence of teachers as schools resume come October the 5th. Then on illicit financial flow, the paper says Cameroon loses over 17,000 billion francs CFA in 10 years. Then on page 2, the paper informs us that France may deport anti-BIA protesters in Paris. The government-owned Cameroon Tribune on pages 20 to 21 talks about the finishing touches before school resumption as millions of children in both primary and secondary schools will come back to their classes after more than 6 months of break due to the COVID-19 pandemic. The paper today looks at what is happening in various schools about 72 hours to reopening. In politics on pages 4 to 5,
the paper informs us that the publication of candidatures for regional elections will be done today by the Electoral Board of Elecam. Thus will be made up of list of accepted and rejected candidates. In sports, Cameroon Tribune on pages 30 to 31 tells us that the suspension on sporting activities in Cameroon has been lifted. Thus was through a decision signed yesterday by the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Moelle Kombi, authorizing resumption of sporting events across the country. And the paper tells us that the measure, however, indicates that not more than 200 persons are expected to attend such activities. Le Jour newspaper comes back to the incident at Pitua, where children were killed at Badjengo, telling us on pages 2 to 3 that the mother who was involved in the killing of her own children was yesterday sent to the Garoua prison for a temporary detention. Le Messager newspaper about the AFCON 2022 with focus on the Olembe Stadium tells us that it has been the eternal manipulation, as the assurances given by the constructing company McGill 1 year ago about delivering the facility on schedule remains a matter beyond human comprehension. On page 8, looking at the official textbooks being used in Cameroon, the paper says out of 164 lessons on history being taught from forms 1 to up 6th, only 32 lessons are based on the history of Cameroon. Then on page 3, talking about peace and stability in Cameroon, the paper tells us that Biya dribbles the General Assembly of the United Nations. L'Economie newspaper on post-COVID-19 business climate tells us that African businessmen are enthusiastic following a study carried out on 150 heads of enterprises by African CEO Forum and Cabinet Deloitte, one of the most important audit and counseling agency, as we read on page 2 of L'Economie newspaper. We take a Sengang newspaper that has their interest in sports, with Moelle Kombi fanning the flames of the dispute between Fecafoot and the LFPC. The paper on page 9 says the management of MINSUP blocks all attempts of arriving at a consensus between the two structures to settle their differences and brings peace to the troubled Cameroon football. Reason why Mutation newspaper on the same issue will indicate that the referee is offside, as Fecafoot on page 15 is accusing the Minister of Sports and Physical Education to have taken side concerning the working sessions to end the crisis between the two institutions. We take papers out of Cameroon, beginning with the Business Day newspaper in Nigeria that looks at Nigeria at 60, the long and bumpy ride to attracting investment as the country celebrates its 60th anniversary of independence this October. In South Africa, the Sowetan Live newspaper tells us that Eastern Cape Social Development Department must cough up over 1.5 million rand in subsidies to 25 organizations for the elderly whose funding it unilaterally slashed during lockdown. The paper tells us that this was the decision of the High Court sitting in Makanda on Wednesday, giving the department till mid-October to pay with interest. In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe says Malawi President Lazarus Chikwara left Harare a satisfied man after tapping wisdom from President Mnangagwa during a fruitful 2-day state visit, where investment, collaboration in trade, mining, agriculture and social services featured prominently. The Nation newspaper in Kenya today looks at how Cuban doctors' deal was hacked to Uhuru, trading the bilateral relations between the two countries as far back as 2016, when Kenya expressed a desire for a broader relationship with Cuba on earth. Out of Africa, the Moscow Times newspaper in Russia says 5 European members of the UN Security Council have demanded an explanation from Russia on the poisoning of Kremlin critic Alexei Navalny, which they called a threat to international peace and security. A letter released yesterday from Germany, Britain,
Belgium, Estonia, and France was submitted to the Council on the eve of Moscow's taking over the presidency of the panel for the month of October. We end with the Guardian newspaper in Britain that tells us that there are doubts over local lockdown policy as COVID-19 cases double in Britain. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this Friday. On va retenir d'ailleurs la grande une de Guardian Post ce matin qui nous fait comprendre d'ailleurs que le gouvernement camerounais devrait justement prendre des mesures pour assurer la présence effective des enseignants dans le nord-ouest et le sud-ouest lors de la rentrée scolaire du 5 octobre prochain. Eh bien, on espère tout simplement que ce sera le cas dans les jours à venir. Et pendant ces temps, plusieurs journaux et quotidiens camerounais sont intéressés justement à l'affaire FECAFOOT et surtout Ligue de football professionnel. Eh bien, de ce côté-là, eh bien, certains de nos confrères font comprendre que l'arbitre est hors jeu. Alors on voit justement ce que nous ont réservé les journaux dans la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin. Commençons par Cameroun Tribune qui s'intéresse justement à la rentrée scolaire 2020-2021. Les derniers réglages. Le 5 octobre prochain, des milliers d'enfants du primaire et du secondaire vont renouer avec les classes après plus de 6 mois de vacances pour cause de Covid-19. À 72 heures du jour J, place aux derniers préparatifs dans les établissements scolaires, nous fait savoir le journal. En page 4 du canard gouvernemental, on parle de 3000 instituteurs nouvellement recrutés ont signé hier à Yaoundé les contrats avec le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative au terme d'un recyclage. Et puis, dédouanement des portables et tablettes, le paiement numérique entre en scène. En tout cas, un communiqué conjointement signé par le ministre en charge de la télécommunication et celui des finances fixe les modalités d'application de cette décision, dont l'objectif est d'accroître les recettes non fiscales et de renforcer le processus d'identification des utilisateurs des terminaux. Le quotidien Le Jour qui parle de pitois avec l'affaire du maître des enfants à Badjogo. Le journal d'Aman Mana renseigne que la mère est placée en détention provisoire à la prison de Garoua hier. Dans le journal, le point de l'enquête, mais aussi l'éclairage d'un expert en santé mentale. Tout cela est à lire dans le quotidien Le Jour de ce jour. Le quotidien Mutation évoque l'affaire FECAFOOT LFPC hors jeu de l'arbitre. En tout cas, la FECAFOOT accuse le ministre des Sports de parti pris et projette justement de bouder le groupe de travail, en tout cas le couperet de la FIFA plane sur le Cameroun. Dans cette affaire FECAFOOT, Ligue de football professionnel du Cameroun, le journal et Singang pense que moins les combis attisent le feu. Selon le journal, l'ingérence du MINICEP hypothèque la sortie des crises convenue hier par les deux instances à travers la mise sur pied d'un protocole d'accord dont l'application vise à ramener la paix et la sérénité dans le paysage trouble du football camerounais au lendemain du verdict du tribunal arbitral du sport contre la bande à Seydou Bobo Ndoya. Le quotidien Le Messager prend un autre pan du sport, notamment la CAN 2022 avec le stade Olembe, l'éternel saupoudrage. Pour le journal, entre maquillage et impuissance, les assurances données par McGill depuis un an au sujet de la livraison dans le délai de cette infrastructure restent une vue de l'esprit, nous fait savoir le journal. Le quotidien de l'économie s'intéresse au climat des affaires post-Covid. Les patrons africains enthousiastes, c'est en tout cas ce qui ressort d'une étude menée auprès de 150 chefs d'entreprise par Africa CEO Forum et le cabinet Deloitte, un des plus importants cabinets d'audit et de conseil. En page 3, le même journal nous fait savoir que les épreuves orales de concours administratifs désormais par visioconférence. La nouvelle expression titre ce matin, discours présidentiel, la parole des Biya à l'épreuve du temps. Selon le journal, dans ses multiples adresses à la nation, le président de la République a toujours insisté sur son engagement à mettre les Camerounais sur le chemin de la démocratie et de la prospérité, en tout cas en rappelant à chaque fois l'impérieuse nécessité de dialoguer et de trouver un consensus au moment où le Cameroun est secoué au plus profond de lui-même par des crises multiformes.
le journal de Séverin Tchunke a revisité certains discours de l'homme du 6 novembre pour y déceler de nombreux et principaux engagements. Le journal Réalité barre à son pied de une par une boutade ce matin. Steve Camto, ton boucan ne paye pas, dis donc, va demander pardon à Paul Biya. Après avoir essuyé un échec fracassant le 22 septembre dans une marche insurrectionnelle restée bloquée dans les réseaux sorciers, les mots sont du journal. Maurice Camto, frappé de honte, continue de faire son boucan dans les radios, journaux et télé. Au lieu de bavarder et de perdre la salive pour rien, nous dit le journal, Camto Gagne a demandé pardon au président Paul Biya qui lui a tout donné mais qu'il a violenté et tout le peuple camerounais. Dieu sanctionne très mal les orgueilleux, prévient le journal. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Trop d'argent à l'hôtel de ville ». En tout cas, la question liée à l'explosion de la masse salariale était au centre d'un récent échange entre le maire par intérim Serge William Akasanga et le chef de groupe politique siégeant au conseil municipal de Libreville. Le traitement d'effectifs est passé en un an et sans réelle justification de 2252 à 3280 agents, donnant lieu à de dangereux dérives et en plombant toute l'ambition pour la capitale. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui titre Hydrocarbures. CENI confirme la poursuite de ses activités du côté du Congo à l'issue justement de l'audience qui lui a été accordée par le président Denis Sassou Nguesso, le directeur général des ressources naturelles, a assuré de la continuité des activités de sa société sur le territoire congolais. En RD Congo, le courrier de Kinshasa parle de diplomatie avec la RDC qui consolide sa coopération avec l'Union européenne. L'échange entre Félix Tshisekedi et Charles Michel, président du Conseil européen, s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Union européenne. Si on termine ce matin par le journal Le Monde qui parle justement de traçage suivi, le casse-tête des cas contacts à l'heure de la reprise épidémique, le dispositif de traçage mis en place pour détecter et casser les chaînes de transmission reste à la peine. Voilà Steve, quelques journaux à notre position ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux, ça coûte simplement 400 francs CFA. Il faut toujours le rappeler d'ailleurs à tous les lecteurs et comme j'aime le dire, quelle belle chose que la lecture. Messieurs, revenons justement à ces journaux et quotidiens qui ont paru au cours de cette matinée. Réalité Plus, Camto, ton boucan ne paye pas. Dis donc, va vite demander pardon à Paul Biya. C'est notre confrère Paul Ngware qui nous fait sourire ce matin avec ces titres de plus en plus. C'est assez amusant d'ailleurs. Oui, c'est amusant, ça tire. Mais c'est le titre retenu quand même par Réalité Plus. Oui, oui. Bon, faut pas qu'on dise que c'est nous qui l'avons écrit. Hein. C'est notre confrère donc Paul Ngware qui travaillait d'abord à la Charte TV, qui est devenu maintenant, il travaille maintenant. Qui a ouvert justement Réalité Plus, oui. Et qui justement parle, en tout cas ces titres font un peu de la satire quoi, la satire. Donc tous les jours maintenant, je crois que on est délecté par ces titres assez évocateurs, même si dans le fond il souligne quelque chose de pertinent, mais avec justement des mots choisis pour essayer justement de dégager justement cette atmosphère de crispation qui existe dans le paysage politique camerounais. Et donc, je crois que il s'inscrit aussi justement dans la ligne de... En tout cas pour lui, la satire Maurice Camto gagnerait beaucoup à aller demander pardon au chef de l'État et surtout d'arrêter de faire son boucan parce que jusqu'à preuve de contraire... Que ça paye pas. Parce que ça c'est son avis et peut-être l'avis de certains Camerounais aussi, mais certains aussi sont réticents quant à... Justement, majorité des Camerounais vont dire quand même que bon, ok, il faut arrêter le boucan. Oui, ceux qui appellent ça boucan peuvent l'appeler boucan, mais il y a aussi ceux qui pensent que à un moment donné, la démocratie peut aussi primer. Pour eux, la démocratie, c'est que justement les libertinages. Je me dis la démocratie, c'est l'insurrection? Ça, je ne sais pas. La qualification, c'est la justice qui qualifie. Hein. Moi, je ne parle pas d'insurrection. Je parle d'une marche. Bon, mais lorsque l'objectif quand même d'une marche, c'est de déloger le président, c'est-à-dire de renverser le pouvoir qui est établi. Ce n'est ni plus ni moins en français insurrection. Eh bien, j'ai entendu dire déjà le 22 septembre dernier, on parlait justement du chassement.
Actually, Steve, you know, when I was listening to, well, when I read that headline by Realite Plus, oui. What came to my mind was, you know, it is obvious that Cameroonians, you know, it is not in our, call it in our DNA. Cameroonians are not like Mali. Somebody said it. That what. Mais ils ont dit d'ailleurs la dernière fois que bon, comme au Mali, ils vont chasser le chef de l'État. No. And you saw what happened on the 22nd. That Cameroonians, we don't have that spirit of, you know, using force as such to solve issues. Cameroon, like they say, is a peaceful country, and when you look at the way Cameroonians do things, Cameroonians are you know, they are very skeptical when it comes to violence. Cameroonians are afraid, call it, of violence. That is why you see that even with what they call that they should come out and manifest on the streets, Cameroonians did not heed to it. Just a few people took to the streets, and you would discover that if that was the wish of Cameroonians, then it would have been across the country. We would not have been talking of a score of people in Douala here. Just a score of neighborhoods were involved in much, you know, that we were not even up to 2 hours. So I think that Cameroonians. Merci messieurs d'ailleurs hein, pour ça. On va justement reprendre les autres unes des journaux et quotidiens ce matin. Cameroun Tribune part de la rentrée scolaire 2020-2021. Eh bien, ce sont les derniers réglages. Oui, absolument. Vous savez que hier on parlait toujours de la rentrée scolaire et les élèves ont pratiquement fait quelque chose comme 6 mois à la maison. Et vous savez, oui, 6 mois. Oui. Donc, il faut un certain nombre de choses. D'abord, vous savez que nous sommes dans un contexte sanitaire. Il faut essayer justement de mettre les parents, parce que c'est d'abord les parents, parce que ce sont les parents qui envoient les enfants à l'école. Oui. Et il faut maintenant montrer aux parents que toutes les mesures sont prises pour que les enfants puissent être en sécurité au niveau de l'école. Et maintenant aussi, les élèves, eux aussi, ils doivent comprendre que justement parce qu'ils ont, ça fait depuis, ils ne partent pas à l'école, ils doivent se rassurer que ok, l'école est déjà propre et ici on peut faire les cours, même si la donne aussi a changé, parce qu'il faut s'habituer. Moi quand je faisais par exemple 6e, vous savez, on quittait, l'école commençait de 7h30 jusqu'à 16h. Mais en 5e déjà, on s'arrêtait je crois que c'était à 14h ou à 15h. 13h30. À 13h30. Donc ça change au fil des années. Ça change au fil des années. Je crois que c'est jusqu'à l'année dernière que justement on veut changer. Il fut un temps quand même, il faut préciser par ailleurs qu'il y avait la mi-temps, parce que dans les années 80, fin des années 80, le début des années 90, il faut préciser par ailleurs qu'il y avait toujours dans certaines écoles primaires publiques, justement cette façon de faire la mi-temps, de 7h30 à 11h30, et puis il y avait également de 12h30 à 17h30, il y avait un autre groupe qui venait justement à l'école. Pendant ce temps, j'espère, quand on parle également de derrière glace, il y a également le côté parent, il faut acheter les cahiers, il faut acheter les livres, les sacs, ce qui n'est pas facile en tout cas pour les parents. That is what besides adding about the preparation, the finishing touches of the preparation for school resumption come October 5th. Steve, we must indicate here that parents, like we said at the beginning of the program, that parents are going through a nightmare. A number of parents now are not sleeping because you are trying to see if il y a quelqu'un qui écrivait d'ailleurs sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, c'est la période pendant laquelle les parents marchent en parlant seuls. I'm telling you, if you are not careful, you start calculating alone that will I be able to do this with this, with this. And then besides that, Steve, there is this also. Si vous rencontrez quelqu'un de ne parler seul, ne vous inquiétez pas, il n'est pas fou, c'est juste qu'il réfléchit. It is the weight of school resumption. And then there's another angle, Steve, this issue of going back to school. Like Cameroon Tribune rightly said, students and pupils had been at home for more than 6 months, since March. They have been at home. And I remember, if you are not careful, for those in the secondary school, it could be easy to tell them that they are going back to school. They understand what school is. Some are even eager to go back to school. But I was looking at those in the primary school, primary 1 and 2, nursery school. They have been used to just getting up and sitting at home, eating and playing. Now to tend, you know, to focus their mind that we are going back to school. I remember I was discussing with my child, with my son, and I was telling him that because when they bought the shoes, the young man did not even like feeling like going back to school. And we just had to convince him. Je peux vous assurer actuellement qu'il y a plusieurs enfants qui veulent pas rentrer à l'école. Ils sont tellement habitués à rester à la maison, à regarder la télévision et à manger. Bah, certains élèves, même moi, j'ai mes propres enfants, à un moment donné, vous leur dites la rentrée c'est lundi, ils vous disent bon d'accord. C'est vrai qu'il y aura la rentrée. Parce que pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est même pas celui qui est la rentrée. Mais je tiens à vous rassurer, il y aura justement rentrée des classes ce lundi 5 octobre de l'an de grâce 2020. Messieurs, terminons avec le titre, pour ne pas dire la grande une mutation ce matin, affaire Fecafoot, Ligue de football professionnel du Cameroun, hors jeu de l'arbitre.
Oui, Mutation a choisi de dire hors-jeu de l'arbitre, parce que l'arbitre, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'œil du Sahel, vous voulez que je prenne également l'œil du Sahel? L'œil du Sahel, titre ce matin, Fecafoot et l'FPC, moi les combis et Semengue hors-jeu. Oui. Le même titre revient toujours. Vous voulez que je reprenne un autre titre d'ailleurs? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais ça, je pense que quand on voit des choses de cette façon, je n'approuve pas. Pourquoi? Parce que le ministre est là. La position du gouvernement est connue entre la FECAFOOT et la LFPC. Avant même que l'affaire n'aille au TAS, le ministre avait déjà demandé à la FECAFOOT de laisser le Semengue finir son mandat. Et maintenant, la sentence du TAS vient confirmer justement la décision du gouvernement. Et on ne peut pas dire que moi, les combis est hors-jeu ou bien c'est pas un parti pris. C'est-à-dire que même quand le verdict arrive maintenant, c'est la même chose que le tribunal. Pour confronter justement Semengue dans ses droits, il faut le préciser. Oui, il faut le préciser. Maintenant, la FECAFOOT revient encore avec autre chose. Ils disent qu'effectivement, Semengue doit être, si il arrive que Semengue, qui a été reconduit par la plus haute instance du sport, parce que c'est du sport, pas seulement du football. Oui. Et que là, Semengue doit faire... C'est le tribunal arbitral du sport, oui, il faut préciser. Semengue doit faire 10 mois seulement. Non, il faut qu'il arrive jusqu'au terme de son mandat. Or, ce n'est pas comme ça. C'est comme si ça devient justement un problème personnel. Et vous savez, lorsque je précise quelque chose qui est très important, lorsque le TAS donne une sentence, il faut savoir que maintenant, quelque chose de très dangereux plane sur le Cameroun. Justement, c'est la suspension du Cameroun de toutes les activités de sport. Si ça continue, si ça persiste, il faut on espère que ça ne va pas. On espère que ça va pas arriver là. L'Afrique des Nations, le CHAN et même les éliminatoires. Il y a la CAN 2022 d'ailleurs, on a vu avec un journal d'ailleurs qui nous parlait du stade d'Olembe. Mais je pense quand même que le stade d'Olembe c'est terminé, non? No, Steve, there is something wrong in this issue of sports that we don't understand in this country. I said here one time that we are selling, the image of Cameroon outside. Voilà pourquoi un journal qui a déclaré d'ailleurs le saupoudrage. Actually, I don't understand. Is there anything? Can we say that FECAFOOT is above the Ministry, the Ministry of Sports and Physical Education? If the minister takes a decision, FECAFOOT is supposed to rest. Can the minister not suspend FECAFOOT? Can the minister not at least put discipline FECAFOOT? Absolutely. Because when we bring issues like this, it is the image of Cameroon. It is not the image of FECAFOOT. It is not the image of the president of FECAFOOT. Now, we are talking about the issue of sports, of the Olembe Stadium. I complained here that when the ministers and their team, ministers and governors, when they go down to the field to inspect, when they come this month, they tell us that works are at 94%. When they will go next month, they tell us that they are at 73. You see that you don't know whether they are going forward or backward, and that's why the paper is telling us this morning that there is this eternal manipulation when it comes to this Olembe Stadium, because this constructing company, Majil, 1 year ago, they promised that they are going to deliver the stadium on time. Now, at the present where we are not even sure. On espère tout simplement que tout va rentrer dans l'ordre, messieurs. J'espère seulement que tout va rentrer dans l'ordre. Oui, c'est notre espérance également. On va dire bonjour à Papa Massemble. Il nous regarde également. Il est toujours en train d'écrire d'ailleurs pour cette édition de DBS Matin. On va lui dire bonjour à lui et à toute sa famille. Jackson John, je vais vous souhaiter bonne journée, surtout bon week-end. Merci Steve. Et on va dire une fois de plus bon après-midi. Non, bonne journée, bon week-end. Bonne journée. Bonne journée. Marie-Véna, vous également, bon week-end. Steve, when it's Friday like this, we feel some kind of relaxation. You feel that at least you have done it. Malheureusement, lorsque vous rentrez à la maison, il y a un gros problème. Hein. Steve, at least c'est qu'on n'arrive même pas à dormir. Steve, at least parce qu'on est habitué à se lever à 4 h du matin. You know that this other charge is gone, but then when you reach home, you wear the other, Il y a encore d'autres problèmes qui arrivent lundi. Hein. Bon, réveillez les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Bon week-end. I prefer that we keep it for Monday. Non, à lundi, en l'espérant bien que tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Bonne journée à vous, messieurs, et surtout bon week-end. Tout de suite, maintenant, nous allons entrer dans le débat avec nos invités qui sont déjà dans ce studio. Mes invités sont là ce matin pour cette nouvelle édition de DBS Matin, surtout pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur hautement ce matin. Je vais me tourner d'ailleurs vers Amadou qui est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour également à tous les téléspectateurs de DBS partout dans le monde. Et surtout, tous nos téléspectateurs de côté de tous les Mboro d'ailleurs qui nous regardent du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans les 28 pays d'Afrique. Patient Parfait, donc bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour Steve, bonjour à Amadou et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tout le vaillant peuple Peul Bororo du Cameroun et même du monde. Et je pense que nous aurons le temps d'échanger sur cette problématique que vous nous proposez ce matin. Et bonjour à mes amis du panel que vous n'avez pas encore présenté. Justement, notre thème de ce matin, c'est Population Bororo du Cameroun, un fonds de commerce pour les opportunistes politiques. C'est notre grande interrogation. D'ailleurs, Amadou est Bororo. On en parlera dans un instant. Patrick Sapak, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn Ghost, bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, bonjour au panel justement qui est constitué, mais donc vous avez l'exclusivité de présenter le dernier élément tout à l'heure qui est également un ami pour nous tous. Bonjour Amadou, patient parfait d'homme. Vous-même, j'espère que le matin vous êtes réveillé du bon pied. J'espère que je suis du bon pied encore ce matin. Je sais pas donc, encore. Alors, je n'ai pas oublié d'oublier les millions de téléspectateurs de DBS, notamment DBS Matin, qui devient une plateforme tribunicienne qui va dans le chantier de la construction, de la conquête de l'existence africaine. C'est d'ailleurs pour ça que matin après matin, nous sommes là pour poser les jalons et que les jeunes générations puissent comprendre exactement où se situent les enjeux du combat. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue tout le panel, particulièrement le grand frère parfait d'homme que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Je salue Amadou, je salue Patrick Sapa, je salue vous-même, je salue l'Afrique, je salue le Cameroun, je salue le monde. Particulièrement, n'est-ce pas, toute l'équipe technique de DBS la matinée. À mon coup de gueule ce matin, eh bien, nous allons nous intéresser au secteur du tourisme camerounais, principalement aux critères de classification des établissements de tourisme. Eh bien, vous entrez dans un hôtel, vous regardez 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, quelquefois même 5 étoiles. Mais quand vous allez à l'intérieur... Dans les chambres? Alors là, ça devient très compliqué. Quand la literie n'est pas tachée, n'est-ce pas, de liquide biologique, c'est les cafards qui sont vos compagnons de chambre. Quand ce n'est pas les sanitaires qui sont cassés. Ça peut également être les bus. Alors, je voudrais savoir sur quels critères, justement, on classe ces affaires-là. Est-ce qu'il existe un contrôle justement pour s'assurer que ces étoiles qui sont attribuées sont véritablement respectées et qui doivent être méritées. C'est la même chose au niveau des restaurants. Alors là, c'est la totale. Si vous vous limitez du côté court, ça a l'air souvent très correct, mais aller dans l'arrêt court, vous serez très surpris. Mais alors, désagréablement surpris, vous n'aurez plus envie franchement de manger dehors. Vous n'aurez pas justement envie de manger dehors et surtout dans ces restaurants. Bon, on espère tout simplement que comme la canne arrive et je pas envie de citer les noms. Non, on n'est pas là pour ça ce matin. On vous a compris parfaitement. Laissez-moi lire ce message de quelqu'un qui nous a écrit il y a un instant. Bonjour Steve, il y a tes 2 mousquetaires. Je me demande comment certains élèves vont faire. Il y a des élèves qui ont composé le bac technique et les résultats ne sont pas encore sortis. Comment feront ces élèves qui ne savent pas où ils iront et on n'en parle pas? Les parents sont perplexes. Faites un travail extraordinaire. Vous faites un travail extraordinaire pour éduquer les peuples africains. Excellente journée à vous. À tout à l'heure pour le débat. Thompson Néant depuis Bédi ici même à Douala. Eh bien, nous sommes déjà en train d'entrer dans le débat. Le thème ce matin, c'est Population Bororo du Cameroun. Un fonds de commerce pour les opportunistes politiques. C'est notre grande interrogation. Vous l'avez compris. Voici le débat. Le thème de ce matin, Population Bororo du Cameroun, un fonds de commerce pour des opportunistes politiques. C'est notre grande interrogation de ce vendredi 2 octobre de l'an de grâce 2020. Les Boros sont traditionnellement des éleveurs nomades et des marchands dont les migrations les mènent dans le sud du Niger, le nord du Nigeria, le nord-est du Cameroun, le sud-ouest du Tchad et les régions occidentales de la République centrafricaine. Depuis quelques années, ils pénètrent également au Congo-Kinshasa, dans les régions du Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé, frontalières de la Centrafrique et surtout du Soudan. Il existe d'ailleurs dans 28 pays dans le monde. Les Woudabé du Niger, qu'on appelle d'abord de ce côté-là, il faut préciser par ailleurs que c'est les Bororo, réputés pour leur beauté, aussi bien les hommes que les femmes, leur artisanat élaboré et leurs riches cérémonies sont considérées comme le dernier groupe Peul pratiquant encore les coutumes d'avant l'islam comparativement à d'autres populations africaines. Ils ont été abondamment décrits, photographiés et surtout filmés. Il y a d'ailleurs plusieurs documentaires sur leur sujet. Les Woudabé
savez, sont principalement musulmans, bien que les pratiques revêtent divers degrés d'orthodoxie. La majorité adhère aux principes de base de cette religion. Certains les ont appelés musulmans de nom, ce qui est totalement faux, en raison d'éléments culturels non musulmans contraires à certains préceptes de l'islam. L'islam devint une religion importante parmi les Mbororo au cours du XVIe siècle, quand le savant El-Maghili prêcha parmi les élites du nord du Nigeria. La prédication d'El-Maghili amena la conversion des classes dirigeantes. Seuls les peuples Haoussa, Peul et surtout Touareg. En dépit de la présence de l'islam, les Mbororo ont conservé un mythe fondateur. Selon celui-ci, avant le commencement des temps, ils étaient déjà présents sur terre avec leurs vaches. Voilà pourquoi ils sont des nomades et cherchent justement de verts pâturages pour nourrir leur bétail. Les Mbororo sont souvent polygames. Les mariages sont arrangés par les parents alors que les futurs époux sont encore enfants, appelés Kogal. J'espère seulement que je vais bien prononcer. C'est ça? Exactement. Kogal, c'est ça. La mariée reste avec son mari jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, retournant alors chez sa mère, où elle reste pendant 3 à 4 années. Elle donnera justement naissance à l'enfant chez sa mère et devient alors une Bofeido. Bofeido, c'est ça? Exactement. Voilà, Bofeido, ce qui signifie littéralement quelqu'un qui a fait une erreur. Je ne sais pas si c'est ça, mais bon. Mais on sait pertinemment également que de ce côté-là, la présence au Cameroun est extraordinaire, même si on sait pertinemment que un groupe d'opportunistes s'est levé pour aller du côté des Nations Unies pour déclarer haut et fort, eh bien, que les Mbororo sont des autochtones, ce qu'ils refusent entièrement, totalement, et même avec la dernière énergie. Pour eux, ils sont des nomades, et leur vœu le plus cher, c'est que ils restent en harmonie avec les autres populations du monde, surtout dans les 28 pays dans lesquels on les trouve. Ils n'ont jamais eu de problème avec les habitants. Pour eux, ils restent et demeurent nomades. Amadou, bonjour encore une nouvelle fois. Bonjour. Vous êtes Mbororo? Je vais apporter une précision, puisque les Mbororo, le nom qu'on les attribue, le nom aujourd'hui qui est beaucoup plus répandu, n'est pas le nom de la tribu. Il existe, vous l'avez cité tout à l'heure, comme le Wolarbe, les Ilaga, les Kilba. Mais le Mbororo, c'est la race des bœufs. Il existe donc parmi les Peuls, ceux qui ont pour race les Mbororo, et on les a attribués. Mais sinon, entre les Peuls, ils s'appellent beaucoup plus. Si vous avez pour race de bœuf Mbororo, on vous appelle Mbororo. Si vous avez par exemple la race Djafoun, on vous appelle Djafoun. Si vous avez par exemple la race Goudali, on vous appelle Goudali. C'est les races de bœuf? C'est la race de bœuf et non le nom de l'ethnie. Ah, d'accord. C'est donc pour apporter une petite précision par rapport à cette appellation-là, que tout le monde pense que Mbororo, c'est une ethnie parmi la grande tribu de Peul. Aujourd'hui, on parle de l'autochtonie des Mbororo et tout ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez quand certains de vos frères, enfin une minorité d'ailleurs, ils sont une quinzaine de personnes qui sont levées et déclarent haut et fort que aujourd'hui vous êtes des autochtones, alors que d'autres, la majorité, déclarent haut et fort que vous êtes nomades? Naturellement, vous l'avez même souligné au début de votre propos introductif, que le Mbororo, les Peuls, je vais dire de manière générale, sont des nomades parce que ils ont pour richesse, on peut également dire pour culture, l'élevage de bœufs. Particulièrement, on sait qu'à côté de bœufs, il y a le mouton, il y a les chèvres, mais la principale richesse de l'homme Peul, c'est le bœuf. Et à l'époque, lorsque le monde n'était pas encore développé comme aujourd'hui, où on a beaucoup de manières d'élever un bœuf, c'était justement le moyen naturel, c'est-à-dire la recherche de pâturage, la recherche de l'eau. On ne savait pas comment mettre en place un système pour que les bœufs parviennent à étancher leur soif. Aujourd'hui, on a développé ce système d'élevage-là. Donc c'est pour cette raison qu'à l'époque, les Peuls se déplaçaient chaque saison d'un point à l'autre. Et lorsqu'ils arrivent à un point et ils constatent que l'endroit est vraiment propice pour l'élevage, ils y s'installent définitivement. Et il y avait eu des moments, on nous a raconté dans l'histoire, où dans certaines régions en Afrique, il ne pleut pas, où il existe de sécheresse pendant 2 ans, 3 ans. Vous voyez donc, quand vous vous déplacez d'un endroit à l'autre,
il n'est pas pour vous facile de revenir là où vous aviez souffert pendant 2 années. Voilà. Donc vous y installez là où vous arrivez de manière définitive. Donc c'est pour cette raison que le Peul se déplaçait. Et il s'est déplacé dans l'environnement qui est favorable à l'élevage de bœufs. Si vous arrivez dans les endroits à climat tropical, par exemple le sud du Cameroun, si vous prenez par exemple le sud même, le centre ou le littoral, vous allez voir donc la présence de Peul à l'époque, je parle de l'époque un peu très faible parce que l'élevage de bœufs n'est pas propice dans ces endroits-là. Oui. Donc, c'est comme ça que les Peuls se sont déplacés partout en Afrique. Je pense donc, on ne peut pas dire que les Peuls sont des autochtones quelque part, mais ce sont des nomades. Et ils sont des nomades, pourquoi? C'est pour ces raisons que j'ai relaté l'histoire. Ils sont à la recherche de pâturage pour leur richesse culturelle. Donc, en grosso modo, je pense que nous pouvons dire que le Peul, c'est des nomades. L'histoire nous le dit et tout le monde le sait que ce sont des nomades. Mais ce sont des nomades qui sont quand même conviviales avec tout le monde, qui savent comment vivre avec les gens. Je vais prendre par exemple, si vous arrivez au nord Cameroun, il existe beaucoup de tribus. Quand vous trouvez le Peul, vous allez voir, il existe des Tupuri. Mais le Peul n'appelle pas les Tupuri par leur nom de tribus, ou les Guidères, ou encore les Matakam. On appelle le Tupuri Barbi, ça veut dire mon ami. Oui. Quand vous arrivez à Guidère, on appelle les Guidères Bainawa, ça veut dire mon ami. Ils aiment toujours appeler les gens soit mon frère, soit mon ami. Vous voyez, c'est un terme pour rapprocher les autres de leur côté, oui, ou de leur coutume. C'est pour dire, donc, ils savent comment cohabiter avec les gens. C'est des nomades, mais le fait qu'ils sont vraiment conviviaux avec tout le monde, on peut dire aussi que c'est des autochtones partout où ils se retrouvent. D'accord, on vous comprend parfaitement. Il y a également une histoire qui m'a été racontée justement sur les Mbororo. Dès que vous venez au monde, tout de suite, un oncle, un cousin, une tante, on vient justement avec un bœuf. Et lorsque vous allez grandir, à un moment donné, vous vous retrouvez justement avec au moins c'est exactement ça, hein, la culture. La culture de Peul, lorsque vous naissez le jour de votre naissance, on vous attribue, ou même une semaine après le jour de baptême, chacun vous octroie quand même une tête de bœuf. C'est pour cette raison que chez nous, on dit souvent que votre richesse dépend des nombres de tantes et des oncles que vous disposez. Parce que plus vous avez les tantes, plus vous avez les oncles, plus vous aurez également des têtes de bœuf. Des têtes de bœuf. À 20 ans, vous pouvez avoir au moins 40, 50 têtes, alors que vous ne connaissiez rien. Comment c'est arrivé? Vous trouvez tout simplement une richesse devant vous. D'accord. Ça fait partie de la culture. Et même le mariage, hein, quand vous vous mariez, il y a aussi les grands-parents qui vous octroient. C'est en même temps la tradition, la culture, mais c'est également la richesse de l'homme Peul. Donc, quelque part, vous allez nous dire concrètement qu'on n'est pas pauvre, on n'est pas riche, mais on est quand même là. Vous savez qu'à l'époque, la richesse, chacun a sa part de richesse. Je pense qu'il y avait eu des périodes en Afrique où les animaux domestiques comme le bœuf particulièrement faisaient partie quand même de grandes richesses. En ce moment-là, je peux dire que le Peul était peut-être le plus riche dans leur localité, mais avec le développement du monde, vous savez que il y a eu ce qu'on avait appelé le temps de fer, le temps de bauxite, le temps de cobalt. On parle aujourd'hui de temps de numérique et de l'économie verte. Ces deux choses-là qui dominent l'économie du monde. Donc, en matière de tradition aussi, que le bœuf sont un peu relégués, ce qui fait que l'homme Peul ne parvient plus à retrouver sa position économique dans la société. Passion parfait dont vous avez écouté justement Amadou Amadou, qui est notre invité d'ailleurs ce matin. Il va rester avec nous d'ailleurs sur ce plateau pour parler justement de ce sujet qui nous intéresse. Pendant ce temps, il y a des opportunistes politiques qui se lèvent pour profiter justement derrière ces Peuls, derrière ces nomades qui ont juste un vœu le plus cher, c'est d'être en harmonie, comme d'ailleurs Amadou Amadou nous l'a dit. Partout où ils vont, ils veulent que les gens soient leurs amis, soient leurs frères. D'abord, je tiens à féliciter
Amadou. Oui. Avec la maestria avec laquelle il a essayé de nous, n'est-ce pas, replonger dans cette culture-là. Mais surtout de prendre à témoin l'Afrique et le monde. Parce qu'il y a des stéréotypes souvent qu'on colle à certains groupes ethniques. Oui. Comme quoi, il y a certains qui sont faits, par exemple, à l'école, d'autres qui sont faits pour faire... les chants et tout ça. Vous avez sur ce plateau l'exemple typique du fait que tous les Africains, quand ils sont mis dans les conditions qu'il faut, ils sont capables d'exceller dans tous les domaines. Donc, premièrement, je tiens à dire que, et là, je complète son propos, quand on parle de Peul Bororo, tu as décrit la vache, mais tu n'as pas donné la couleur. Je crois que c'est la couleur plus ou moins marron. C'est ça. Exact. Tout à l'heure, là, on a montré ce bœuf-là. Voilà. Je tiens à dire que les Africains sont chez eux partout en Afrique. Il faut d'abord qu'on parle de ce postulat. Les Africains sont chez eux partout en Afrique. Nous avons eu plusieurs groupes ethniques, plusieurs peuplades africains qui, sur la base de leur culture, et sur la base de l'économie, n'est-ce pas, qu'ils ont fini par adopter, mais surtout par faire prospérer dans leur milieu, ont eu des comportements distincts sur le plan social. Et il faut bien le comprendre. Certains, de par leur culture, de par ce qui faisait leur économie, se sont sédentarisés. D'autres, de par justement leur culture, de par le mode de vie, mais de par, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient comme élément fondamental dans leur économie, sont devenus des pasteurs nomades. C'est le cas de Peul Bororo. Donc, à partir de ce moment-là, essayez aujourd'hui de figer sur le plan culturel le Peul Bororo dans un espace bien déterminé, en faisant des autochtones de ce coin, d'abord c'est un non-sens sur le plan culturel. Non seulement c'est un non-sens pour le plan culturel, mais deuxièmement, ce qui se cache derrière par rapport à cette association de ce genre qui revendique l'autochtonie pour les Peuls, c'est de donner l'image des Peuls comme des peuplades qui sont, ou bien des populations qui sont pauvres, qui sont rejetées, qui sont ostracisées, qui sont à la limite considérées comme des citoyens zone dans un pays comme le Cameroun. Ce qui est faux et archi faux. D'abord, le peuple Peul est un peuple fier, est un peuple digne, qui vit en harmonie avec le mode de vie qui s'est donné, celui d'aller à la recherche des pâturages. Les éléments ont été cités là tout à l'heure par notre Amadou. Mais il y a un autre élément. Nous sommes, par rapport aux questions environnementales, dans ce qu'on appelle aujourd'hui des questions climatiques. Plus le peuple va être dans un endroit où il fait chaud, où il n'y a pas de pluie. J'étais étonné, je suis arrivé une fois en Angola, et les gens me disaient ça, depuis 2 ans, il n'y a pas une goutte de pluie qui est partie du ciel vers la terre. Bon, pour nous qui sommes dans le sud Cameroun, on ne peut pas comprendre cette problématique-là. Mais pour eux qui doivent non seulement vivre et faire vivre leurs bêtes, c'est une problématique, c'est quelque chose de capital pour la survie de la communauté. Par conséquent, ils seront obligés de migrer pour aller vers des endroits où ils vont trouver de verts pâturages pour continuer à entretenir non seulement le mode de vie, sur le plan culturel, mais aussi ce qui fonde, n'est-ce pas, l'économie de leur communauté qui est le peuple. Donc, à partir de ce moment-là, il est, j'allais dire, indigne de la part de ceux qui font le tour des chancelleries occidentales, de ceux qui font le tour des institutions, n'est-ce pas, planétaires, pour présenter l'homme Peul Bororo comme un misérable, comme des citoyens qui sont en marge de la société, comme des citoyens qui subissent, j'allais dire, une xénophobie qui ne dit pas son nom, donc comme des gens qui sont misérables, alors que dans leur, comment dire ça, dans leur mode de vie, dans leur ADN, le Peul c'est la liberté. Le Peul, autant pour moi, le Peul Bororo c'est la liberté, le Peul Bororo c'est la dignité, mais le Peul Bororo c'est aussi cette fierté qu'ils ont en eux de ne pas jouer les mendiants à l'Ukumade. Ils sont en train de travailler. Ce qui m'a frappé quand j'étais gamin, c'était ces femmes Peul Bororo qui écumaient nos quartiers, pas pour mendier, mais pour proposer leurs services à nos mamans et à nos soeurs. Vous voyez? Et pour gagner dignement, honnêtement, leur vie. C'est ça la philosophie. Elles font des traits extraordinaires. C'est ça la philosophie de l'homme Peul Bororo. Donc, chers frères, arrêtez d'aller dénigrer
les peuples africains qui, de par leur savoir-faire, de par leur culture, mais surtout de par le rayonnement de leur manière de vivre, donnent l'exemple au monde au jour le jour que l'Afrique c'est la solidarité, que l'Afrique c'est la dignité, que l'Afrique c'est l'amour de l'autre. Vous venez de nous décrire un enfant qui arrive au monde. Et si toi arrives au monde, il est déjà propriétaire. Tout de suite, il est propriétaire de plusieurs têtes de bœuf, oui. Vous voyez ça ou dans d'autres communautés? Vous le voyez où? Où est-ce que vous le voyez? Nulle part. Nulle part. Alors, je comprends maintenant que pour les besoins de la modernité, on rentre dans les cultures intensives, on rentre dans les gens qui ont des cheptels qui sont confinés dans un seul et même endroit. Oui. Parce que la science a permis à ce que cela soit possible aujourd'hui. Donc, on va dans l'élevage moderne, si on veut. D'accord. Les gens peuvent choisir ce créneau, aller dans l'élevage moderne comme le vent est intensif un peu partout dans le monde, mais d'autres vont continuer parce qu'ils sont accrochés à leur culture, n'est-ce pas, à faire prospérer et à faire pérenniser ce mode de vie-là. Ce mode de vie qui est fait de liberté, ce mode de vie qui est fait de dignité, ce mode de vie qui est fait, j'allais dire, de fierté personnelle et collective. Donc, c'est ça, l'homme Peul Bororo. C'est ça. L'homme Peul qui nous montre d'ailleurs ce que c'est que la vérité, oui, surtout la réalité de la vie. Oui. Au-delà de sa beauté physique que vous avez tantôt essayé de mettre en avant. Mais le dernier élément que je veux aussi citer, ce qui a conditionné par exemple cette migration, qui dit pas son nom, parce que la source de leur première grande migration part de la Guinée-Conakry, sous les hauteurs de Fouta Djallon. C'est de là que part la grosse migration Peul qui va essaimer tout le long de la zone sahélienne. L'autre truc, c'est quand même l'islam. Vous avez parlé de l'islam, mais vous êtes passé très vite. Oui, Othman Dan Fodio, le grand prédicateur, et j'allais dire aussi homme puissant, n'est-ce pas, de point de vue de l'islam, qui était basé au Nigeria. Il se rend compte que le versant est de l'État de l'Adamawa, de la région de l'Adamawa, est peuplé de gens qui ne sont pas islamisés. Il choisit donc l'un de ses meilleurs éléments, son lieutenant qu'on appelait Adama. Il lui dit, va m'islamiser les gens sur l'autre côté. Et en avançant, le peuple suit. Ils se rendent compte qu'ils sont dans un espace où il y a des verts pâturages, oui. Et ils peuvent continuer à faire prospérer leur mode de vie à la fois économique et culturel. Voilà le début de la migration Peul dans cette partie du Cameroun. Et justement, comme l'a dit, ils n'ont pas pu descendre au niveau du sud Cameroun parce que la forêt, vous connaissez, avant il y avait les mouches tchétchés, ils ne pouvaient pas, ni pour leurs chevaux, ni pour leurs bœufs, s'installer si durablement. Mais avec la modernité et j'allais dire, les conditions qui sont devenues plus ou moins clémentes, puisque plus la mouche tchétchée a été pratiquement éradiquée, ils peuvent maintenant, on voit par endroits, je vois, moi j'ai été dans le nord-ouest, toute la zone de Ndou, toute la zone de Kumbo, toute Djakiri, partout là, vous avez des Peul Bororo avec leur bétail. Allez à l'ouest du Cameroun même, allez dans la zone de Mbouda, dans les hauteurs là-bas, vous allez voir plein de Peul Bororo avec leur pâturage. Ils vivent en parfaite harmonie. Avec les populations dites autochtones. Le sultan Mamoun, il faut le préciser également que le sultan Mamoun a donné également, il faut le dire, des terres à ces personnes pour continuer à faire leur travail. Donc je pense que présenter le Peul Bororo comme un misérable, présenter le Peul Bororo dans ce Cameroun aujourd'hui comme quelqu'un qui est rejeté, c'est tout simplement de l'escroquerie. Et il faut condamner fermement ces agissements de ces frères qui essayent, parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent, dans ces opérations-là, il faut les condamner fermement parce qu'en réalité, en opérant ainsi, peut-être que sur le plan individuel, ils règlent une équation, c'est-à-dire que leur équation personnelle, mais ils causent un tort incroyable, pas seulement au Peul Bororo, mais à toute l'Afrique. Parce qu'ils démontrent par là que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'Afrique n'a pas de culture, que l'Afrique n'a pas de mode, à la fois économique et social, qui lui soit propre. Or, l'existence du peuple Peul Bororo nous démontre que, bien avant l'arrivée des Blancs ici chez nous, on a trouvé qu'il y avait des peuples qui avaient des construits sur le plan social, économique et politique qui existent. Et le Peul Bororo est là pour nous le démontrer. Donc, de grâce, je m'arrête pour cette première prise de parole. Je suis africain, je suis fier de ce vaillant peuple, de ce très beau peuple. Continuez d'entretenir cette culture de la dignité, de la fierté. Continuez de la faire prospérer auprès de vos enfants. Et je vous ai dit, notre ami est une illustration.
Bon, vous voyez qu'il s'exprime super bien d'ailleurs. Le peuple bororo n'est pas seulement ce qu'on peut penser. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Hein. L'un des grands historiens camerounais, les gens ne le savent pas, était justement un peul. Je vais prendre le temps pour essayer de faire la synthèse de tout. On va revenir avec vous tout à l'heure. Cet historien qui est né à Garoua, et vous allez voir que vraiment, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il faut arrêter de faire croire, n'est-ce pas, au monde entier que nous sommes là face aux gens qui sont moins que les pygmées, parce que bon, les pygmées aussi, c'est l'une des races qui est exportée sur cette terre, moins que les pygmées. Au contraire, nous sommes face à des gens qui sont dits et qui sont fiers. Je vais me tourner justement vers Amadou. J'espère que vous avez beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes avec des têtes de bœuf. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que c'est... Donc c'est un homme riche. Oui, mais voilà. Il faut avoir beaucoup d'oncles et de tantes pour avoir justement beaucoup de bœufs. Patrick Sabah, vous avez suivi les uns les autres d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait croire au monde entier que sur le sol africain, il y a la marginalisation des Bororo. Il y a des personnes qui sont levées pour aller du côté des Nations Unies pour le déclarer haut et fort. On ne sait pas pour un gain sordide, ça il faut le préciser d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi ils l'ont fait, mais pourtant on sait pertinemment que dans tous les 28 pays où se trouvent les Bororo, ils sont en paix avec tout le monde. C'est le résultat, Steve, de la méconnaissance. Oui. La mauvaise foi par rapport au triptyque matriciel qui gouverne justement la construction d'une nation avec une vie nationale et la transformation des populations en peuple. Alors, toutes les migrations qui ont été déclinées avec la maestria qui a été présentée par mes prédécesseurs, eh bien, s'appuie sur 3 éléments. Un, il faut considérer que vous avez les dynamiques foncières, vous avez les tribus, ce qu'on appelle l'ethnoculture, mais vous avez le grand défi dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'intégration ethno-culturelle. Ça, c'est l'affaire des pouvoirs publics. Alors, que s'est-il passé avec l'instrumentalisation des irrédentismes ethnico-tribaux que l'on voit un peu partout en Afrique? Eh bien, c'est parce que les origines ont été mal ramassées. Nous vivions dans des communautés bien organisées, où l'hospitalité, pour nous Bantous en Afrique, était la première règle de la démarche justement. Dans l'accueil des populations. Les Bororo, c'est un peuple digne, c'est un peuple, comme on l'a indiqué, qui a été accueilli dans 28 États sur les 54 que compte le continent africain. Il n'y a jamais eu de problème. Mais comme je disais tout à l'heure, l'instrumentalisation des irrédentismes ethnico-tribaux et obéissent justement aux orientations perfides de ceux qui ont été choisis pour décider pour les autres sur la base des canons et sur la base des choses qui n'étaient pas normales, c'est-à-dire qui étaient en déphasage avec la volonté populaire. Oui. Alors, si on est donc arrivé depuis 1884-1885, où les comités étaient organisés, on a déjà traversé là la plus grosse hécatombe que la négritude a connue, c'est-à-dire la traite négrière dans les années 400, eh bien, on s'est retrouvé en 1884 et 1885 avec le compartimentage et le contingentement de l'Afrique en ethnie. Cette fois-là, ça ne respectait plus les canons de nos communautés qui étaient bien organisées. Ça va respecter les canons qui ont été définis par ceux qui se sont appuyés sur un cadre juridique qui n'avait rien à voir avec l'Afrique, notamment la charte de l'impérialisme ou encore le code noir, des choses comme ça, qui définissent les conditions innommables, justement des Noirs, sur la sphère internationale. Alors, ceci se passe parce qu'il y a une marchandisation, c'est pour ça que j'ai posé d'abord les 3 éléments. Marchandisation des propriétés, de l'expropriation des propriétés foncières. Oui. Vous comprenez? Pour les autochtones, c'est-à-dire que vous avez une gabégie administrative et judiciaire qui vient poser des actes justement pour paupériser les populations autochtones, créer une minorité de riches pour que les autochtones ne voient absolument rien du tout. Donc il n'y a pas d'un savant dosage entre ceux qui arrivent, qui peuvent être considérés comme des halogènes, comme nos frères Bororo qui sont dans le nomadisme sur le plan de la déclinaison, mais qui ne sont pas animés de mauvaises intentions. Les intentions qu'ils ont, c'est le bien-être, c'est évoluer et rester dans la fraternité avec, permettez-moi de parler comme ça, tous leurs frères africains. Et c'est pour ça qu'ils sont présents dans les 28 pays. Alors, eux, ils ont décidé d'instrumentaliser cette affaire-là. C'est-à-dire, on va commercialiser, on va trouver des acteurs qui se situent à la fois dans l'administration, dans le privé, parfois des individus qui vont sortir
soit de l'argent, soit je ne sais pas quelle autre force à travers des lobbies pour exproprier justement les... C'est pour ça que j'ai parlé de propriété foncière, parce que c'est par là que ça commence. Oui, ça commence par là. Donc, on exproprie, on donne à une minorité, et puis ceux qui étaient là, dans le cadre de l'autochtonie, sont marginalisés et ils sont même des rebuts de la société. Et lorsque cela se passe, c'est ça qui est le principal élément de conflit. Alors eux, ils exploitent ça. Et ils vont même sur les grands tribunaux des Nations Unies, vous l'avez dit, pour aller porter ce mensonge devant la scène internationale, pour valider quelque chose qui n'est une imposture qui ne doit pas être dans nos sociétés aujourd'hui. Donc, le problème se situe à ce niveau aussi, Jocelyn Goss. Il faut considérer que les moraux n'ont aucun problème pour gérer le dernier pan que j'ai indiqué, parce que ça, c'est le défi majeur. Comment faire un savant dosage entre ceux qui arrivent et ceux qui sont sur place, et de manière intelligente, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit derrière. Alors, comme on a décidé donc, par la voie des banditismes bizarres, de marginaliser ceux qui étaient là, eh bien, le conflit naît, et donc les gens ne pensent pas à la construction, comme je l'ai dit, d'une nation avec une vie nationale, de la transformation des populations en peuple. Eh bien, on met en place un système d'organisation qui va faire que des gens vont détruire permanemment en morceaux ce qui doit ramener tout le monde ensemble, justement pour se fossiliser au pouvoir et continuer de faire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que ces gars n'ont aucun problème, parce que quand vous allez vous prolonger sur le cas du Cameroun, puisque vous êtes au Cameroun aujourd'hui, vous allez dans la principale embouchure qui a permis justement la transformation de ce pays-là, la construction de ce pays-là, comme Douala, vous allez trouver qu'il y a des zones, des autochtones qui ont été totalement mis de côté. Si je vous amène dans un quartier comme Bonapriso, Bali et Patati Patata, vous allez trouver des gens qui n'ont rien à voir avec les autochtones. Et il y a un conflit lourd là-bas qui doit être posé sur la place publique si on veut remettre le Cameroun sur les rails normaux. Et bien évidemment, vous allez organiser des débats pour qu'on essaye d'indiquer à ceux qui doivent prendre le pouvoir, ou alors ceux qui doivent gérer les politiques publiques au Cameroun, pour les mettre sur des vraies orientations, pour qu'ils comprennent très bien que la transformation des populations en peuple, c'est quelque chose d'essentiel, et surtout que le troisième levier, qui est sur l'intégration ethnico-culturelle, devrait être la première matrice sur laquelle ils vont s'appuyer pour construire nos nations et transformer nos populations en peuple. Je vous ramène, puisque nous sommes en Afrique, au Rwanda et au Burundi. Là-bas, vous avez l'expression exacte de tout ce que je suis en train d'indiquer, c'est-à-dire que vous avez des Hutus et des Tutsis. Les Hutus sont ceux qui étaient là. Les Tutsis, à la faveur des migrations et tout, et l'instrumentalisation et la récupération de ces irrédentismes-là se sont retrouvés marginalisés. On a mis les Tutsis en avant. Et quand vous prenez par exemple le Burundi, après Mikombero, vous êtes passé Tari 5, ou encore vous avez Gaston Bagaza, vous êtes arrivé sur Major Pierre Bouyoya, avant qu'un premier Hutu en 1992, donc je viens de vous citer là, de 60 jusqu'à 1992, avec le vent d'Est, avec la première élection pluraliste qui revient sur la scène burundaise, et c'est... je vais retrouver son nom, le premier Tutsi qui prend le pouvoir. Et vous savez combien de temps il a mis au pouvoir? Juvenal Abiyarimana. Non, pas Juvenal Abiyarimana, c'était... je le retrouve tout de suite. Oui. Donc, il a le premier Hutu qui prend le pouvoir, cette fois-là, sur la base d'une élection. Parce qu'avant, ça a été seulement les coups d'État au Burundi, orchestrés par les bandits internationaux. Pour que les Tutsis restent là, parce que c'est eux qu'ils ont choisi pour mener à bien la mission, la gouvernance de l'État burundais. Alors, lorsque on arrive, donc, en 92, et que ce Hutu-là prend le pouvoir, eh bien, il faut l'éliminer. Il est mort 2 mois après sa victoire. Vous comprenez? Et celle qui le secondait, Melchior Dadaï, merci la patience. Donc Melchior Dadaï, c'était le premier Hutu à prendre le pouvoir au Burundi, mais sur la base d'une élection. Parce que le reste, c'était le coup d'État. Alors, qui fait le coup d'État? Encore Major Pierre Bouyoya, qui est Tutsi. Alors, tout ça se passe, Juvenal Abiyarimana, qui arrive pour essayer de recoller, est abattu dans ce vol-là, le 6 avril, en sortant de Kampala, en Ouganda, où ils étaient allés chercher une solution de sortie de crise avec le président, qui est toujours là, Yoweri Museveni, avant que se déclenche. Donc, cette fameuse guerre, puisque notre frère qui vient de partir à la faveur de l'assassinat sur cette histoire de Corona, le président Kourouziza, est rentré
dans la forêt, ils sont allés s'embusquer justement pour essayer de montrer à la face du monde que les Hutus doivent exister. Alors comme cela s'est passé, on est arrivé avec Julius Nyerere qui a commencé les négociations avant que Mandela, puisque Julius Nyerere en 1999 s'est évaporé malheureusement à la faveur de la mort, et Mandela a pris le témoin pour venir apporter ce qu'on a appelé les accords d'Arusha. Vous comprenez très bien, et que c'est ça qui pousse Nkurunziza à arriver par une rébellion pour rétablir l'ordre. Et pendant donc 20 ans, Nkurunziza a fait tout ce qu'il a fait pour qu'on remette un peu l'orthodoxie et qu'on réfléchisse justement à la transformation des populations en peuple. Oui. Donc, pour que le Burundi devienne une nation réelle où l'intégration de nos frères qui sont dans le nomadisme comme ça puisse se fondre dans nos nations sans qu'il n'y ait de heurts. Vous comprenez? Donc, au cas du Cameroun, il y a un ensemble de turférés prébandiers définis dans les cadres que j'ai indiqués, les hommes d'affaires, les administratifs, donc avec une gabégie administrativo-judiciaire qui pousse les autochtones à être mis de côté et qui parce qu'il faut bien indiquer qu'il y a les acquéreurs de bonne foi là-dedans, mais comme la logique n'est pas celle des acquéreurs de bonne foi, eh bien eux-mêmes ils sont perdus parce que les familles ne se reconnaissent pas dans les contrats justement de cession des espaces fonciers à gauche et à droite, et le conflit c'est ça qui est la source des principaux conflits que vous voyez sur le plan ethnico-tribal sur notre continent, et donc l'instrumentalisation, comme je l'ai dit, des irrédentismes ethnico-tribaux se font justement dans cette logique-là. Et je remercie le frère Amadou pour la déclinaison qu'il a faite justement de leur démarche, pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas de quiproquo dans la compréhension. La démarche qui a été celle des Mbororo depuis et qui s'est étendue justement en termes de métastases sur les autres 28 pays d'Afrique. C'est sur ce premier jet que je m'arrête. Merci beaucoup pour toutes ces éclaircies. Albert Anatola, ici, finalement, on le sait pertinemment, tout à l'heure, les uns et les autres ont parlé de cette solidarité africaine. Au départ, nous vivions tous en harmonie sur le continent africain. Moro, Peul et tout, toutes les autres tribus, autochtones ou pas, nous vivions en harmonie jusqu'à ce que, eh bien, en 1885, lors de la conférence de Berlin, eh bien, on prenne l'initiative de diviser radicalement les pays les uns les autres. Oui, bon, disons que je voulais d'abord axer mon argumentaire sur le fondement juridique. Oui. Notamment en questionnant la constitution camerounaise, puisque je crois que la problématique que nous soulevons doit reposer sur les ressorts juridiques. Oui. Je voudrais ici convoquer par exemple la constitution camerounaise que je connais relativement bien, qui consacre les droits et les devoirs à tous les citoyens camerounais. Et de manière spécifique, oui, la constitution garantit, n'est-ce pas, la protection des minorités. Ça, c'est le préambule de la constitution camerounaise. Malheureusement, dans ce vaste champ juridique, ça me rappelle un peu l'overdose de mémoranda que nous avons connu il n'y a pas très longtemps, où chaque tribu sortait avec son mémorandum. Et je pense que c'est dans ce sillage que certains frères de Peul Beloro sont allés aux organisations internationales pour indiquer, à tort ou à raison, oui, qui sont marginalisés dans leur espace de vie. Je pense que la plupart, au même titre que tous les Camerounais, les populations Peul sont confrontées aux mêmes difficultés que toutes les populations du Cameroun. Parce que vouloir manipuler la structure socio-culturelle et économique, n'est-ce pas, d'une tribu, d'une minorité à des fins politiciennes, je trouve cela indécent, personnellement. Oui. C'est mon avis. De ce point de vue, ça jette un regard réducteur à cette peuplade qui est dynamique, parce que vous n'allez jamais voir un Mororo en train de faire la manche dans la rue. C'est un constat que je fais. Là, maintenant, c'est le journaliste qui parle. Ça dit très souvent, les gens qui font la manche, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Oui. Qui viennent faire la manche. Mais les populations Bororo, vous l'avez d'ailleurs indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que, et même le grand frère Ndom l'a dit, dans nos quartiers, ça existe même encore. Hein. Ce n'était pas que par le passé, même actuellement, vous avez des dames qui se baladent dans les quartiers, qui proposent de vous faire des coiffures, des tresses à vos épouses, à nos enfants. Et d'autres qui vendent quelquefois même les aphrodisiaques. D'autres des produits de beauté. J'espère que Amadou va nous garder dans des aphrodisiaques. D'autres, voilà, d'autres, n'est-ce pas, les prestations de pédicure ou de manicure. Donc c'est la dynamique économique
qui est intéressante. Oui. Il faut quand même souligner que vous avez des milliardaires Bororo, du peuple Bororo. Oui. Donc, dire aujourd'hui que ce peuple est marginalisé, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, je trouve cela politiquement Ils sont d'ailleurs très nombreux milliardaires, ils sont très nombreux milliardaires. Voilà. Je trouve cela intellectuellement incorrect Oui. et politiquement malhonnête. Ceci étant, lorsque je l'ai dit, pour revenir à votre question, je pense qu'il nous appartient. Oui. Après, n'est-ce pas, la balkanisation de l'Afrique en 1884, il appartient aux Africains de se réapproprier, n'est-ce pas, le peuple culture. Et vous, de ce point de vue, vous constaterez que les peuples Bororo, justement, ont gardé leur culture, malgré, n'est-ce pas, l'influence étrangère. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans leur culture, moi j'ai l'habitude d'aller notamment au nord, au Grand Nord, notamment le Garoua, et dans enfin, le nord et l'extrême nord, vous voyez, ils ont une autre culture, d'abord une communautaire. Oui. Il s'agit là des éléments culturels que nous avons un peu perdus dans le sud. C'est-à-dire, lorsqu'il faut prendre du thé, ils se retrouvent ensemble. Lorsqu'il faut manger, ils se retrouvent ensemble. Cette attitude permet de créer justement des liens, de renforcer les liens familiaux et communautaires. Ils font tout ensemble. Ça, c'est important de le préciser. Donc, je pense qu'en plus, ils ont leurs éléments culturels, notamment pour ce qui concerne la gastronomie. Ils ont une alimentation qui est assez particulière. Donc, je pense qu'il s'agit là des questions culturelles. Donc, je pense qu'il y a un héritage culturel, à mon sens, qu'il faut préserver. Parce que ça n'a pas été dévoyé. Et je crois également que l'attitude de ceux qui sont allés aux organisations internationales me rappelle également cette affaire des homosexuels, quelquefois réels ou imaginaires, qui allaient à l'Union européenne prétendant être marginalisés du fait de leur orientation sexuelle, alors que très souvent, ils ne l'étaient pas. Et très souvent, certains sont devenus homosexuels par contrainte, parce qu'au départ, ils ont dit qu'ils étaient homosexuels. Et quand vous avez bénéficié justement de ces prébendes-là, vous êtes obligé d'assumer. Ça me rappelle également, n'est-ce pas, cette classe politique camerounaise que nous avons. C'est vrai que quelqu'un a l'habitude de me dire que chaque pays mérite à ses hommes politiques, à ses journalistes, à ses médias qu'il mérite, à sa société civile qu'il mérite. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre dans ce genre de stéréotypes négatifs ou négationnistes. Ça, c'est également, il faut le souligner. Je crois donc que le rôle que nous faisons en remettant sur la table cette problématique, c'est-à-dire la manipulation des instruments socio-culturels, n'est-ce pas, le bashing du Cameroun, parce que c'est ça également qu'il s'agit, parce que lorsque vous amenez dans la scène internationale des éléments politiques qui sont erronés, qui n'existent pas, sinon qui sont imaginaires, ça veut dire que vous êtes en train en fait de dégrader l'image de votre pays à l'extérieur. Et je pense que de mon point de vue, il est important que ceux qui nous gouvernent même puissent véritablement actionner les éléments légaux pour véritablement combattre de telles attitudes. Parce qu'actuellement, dans un combat qui est le nôtre, qui est celui des panafricanistes, qui voudraient se réapproprier leur histoire, leurs éléments culturels, leur économie, leur vivre ensemble, tout ce que vous voulez, et que vous avez des individus qui vont encore dans la scène internationale que nous combattons, et qui nous parlent avec beaucoup de mépris, qui nous regardent de haut, eh bien je trouve qu'il y a un gros problème. Il faut donc engager, à mon sens, une véritable rupture, et de mon point de vue, ce sont déjà de mauvais éléments qu'il faut extirper de notre environnement. Parce que je trouve scandaleux que vous avez des gens qui vous parlent de rupture, de changement, mais qui continuent à adresser des correspondances à Macron, à Trump, à l'ONU, à l'Union européenne, en tout cas aux chanceliers internationales, qui ne sont pas dans nos pays pour notre bien, ça il faut le préciser, qui sont là pour les intérêts, pour préserver les intérêts de leur population, de leur pays, qui sont là pour nous espionner, qui sont là pour détruire ce que nous acquis. Il y a un ce que nous avons de plus cher d'ailleurs. Il y a un beau problème. Qui sont là pour déstabiliser nos États, pour nous opposer contre nous-mêmes. Attendez, je crois que là, lorsque vous avez parmi nous ces genres d'éléments, de personnes, de ces genres d'individus, il faut absolument, véritablement les combattre.
Merci beaucoup Albert Anatola. Si je vais revenir avec vous dans un instant, le temps pour moi de lire quelques messages d'ailleurs sur Facebook et surtout WhatsApp. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Je ne sais pas si je vais les lire tous. Vous me donnerez quand même l'occasion d'en lire quelques-uns. Solange Morel, toujours notre fidèle téléspectateur, est là avec nous. Elle a eu son anniversaire il y a quelques jours encore. Joyeux anniversaire à elle, même avec un petit retard. Fomat bien beau, on lui dit bonjour DBS, bonjour Patrick Sapak, bonjour Parfendom. DS Morka nous dit bonjour DBS TV. Fanny Sac, bonjour DBS. Solange Morel dit bonjour Fanny Sac. Bon, ils sont en train de se demander là où ils sont. Les Bororo, Bernard Dimundou dit que Bororo n'est qu'une race de bœufs, hein, n'est qu'une race des bœufs, mais ils sont ressortissants de quel pays? C'est la question qu'il vous pose d'ailleurs ce matin. Bonjour DBS TV, merci pour ces connaissances que vous nous apportez, car beaucoup comme moi ne savaient pas pourquoi les nomades sont appelés Bororo. En tout cas, vous savez, c'est notre vœu le plus cher d'ailleurs. Marianne Gopondini, merci Amadou de nous informer sur votre culture. On vous dit merci également Amadou. DSK Morka, bravo mon ami Amadou, tu t'exprimes très très bien. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de personnes pensaient que quand on est un Bororo, ça signifie qu'on ne va pas à l'école. Il faut qu'on arrête justement cette façon de penser, c'est des stéréotypes. On ne sait pas comment les qualifier d'ailleurs, Albert Anatola ici. C'est vrai que les Africains noirs sont partout chez eux. En Afrique noire, on vous répond, hein, patient parfum d'homme. Hector Rachid Mengenou dit bonjour à toute l'équipe de DBS la matinale. Les oiseaux des mauvais augures étrangers prédisent une chute fracassante du président camerounais et de son régime, d'où l'affaire Bororo du Cameroun. Justement, là encore, c'est un gros problème. C'est une affaire comparable à celle des Yézidis dans l'enclave de la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Et si l'affaire Bororo du Cameroun était l'ouverture d'un autre nouveau front de guerre au Cameroun, affaire Bororo du Cameroun à prendre très au sérieux. Voilà pourquoi nous prenons justement le temps de revenir là-dessus pour que le Cameroun ne devienne pas justement le Rwanda de 1994 où on utilise une minorité contre une majorité. Joseph Efogo nous dit bonjour à tous, s'il te plaît patient d'homme, quelle est la situation de l'Afrique centrale par rapport au franc CFA? On sait que les accords sont finis. Joseph depuis Douala, oui on va revenir là-dessus, on vous comprend. JMBK nous dit moi j'ai jamais sous-estimé les populations du Nord Cameroun car durant mes études j'en ai connu beaucoup d'entre eux brillants, intelligents et éloquents. La preuve en voilà un sur le plateau, vous aussi vous pouvez en témoigner selon votre vécu. Il est sur le plateau, hein. Vous l'avez entendu s'exprimer, donc il faut qu'on arrête justement cette façon de parler des Bororo. Il y a tellement de messages sur WhatsApp, sur Facebook. On va prendre en tout cas d'autres messages tout à l'heure, hein, ils sont tellement nombreux. Le temps pour moi de prendre sur sur WhatsApp. Bonjour et mention très spéciale au panel ce matin pour la maestria. Félicitations spéciales à mon fils Amadou. Enfin, nous avons une émission télé. Mon fils Steve Jocelyn Goss bien vouloir intercéder auprès du PDG de DBS de trouver une période de grande vision et d'écoute pour cette émission le week-end. S'il te plaît, c'est papa Massomlet depuis Douala. Oui, fidèle téléspectateur du côté de Niala. Merci beaucoup, hein. Cette émission vous est d'ailleurs dédiée, Papa Massomlet, qui est un fidèle téléspectateur de DBS la matinale. On a un message de l'Écosse. Patrick Sapak est-il le cousin de l'ambassadeur Roger Mila? Il a raison de poser cette question parce que partout où je suis passé en Afrique, quand tu collais à une relation avec Roger Mila, mais il n'en est rien. Roger Mila, c'est un grand ami à moi et un grand frère que je respecte beaucoup pour ce qu'il a fait sur la scène internationale pour référencer l'image du Cameroun dans le secteur footballistique. Merci beaucoup. Enfin, vous avez la même tête en tout cas. Bonne thématique, ce problème est délicat et Patrick Sapak le souligne bien au niveau de Bali, Bonapriso, que Parfum d'homme et Patrick Sapak nous éclaire où sont passés les Dourbong de Douala, les Lokbaba, les Lokpom, les Ndoksimbi, les Ndokoti. C'est Ricky depuis l'Écosse, hein, qui nous écrit là ce matin. Bonjour DBS matin, merci pour la thématique du jour. Je vous écoute religieusement tous les matins. Merci pour la présence effective d'un Peul sur ce plateau. Je suis Antoine-Marie de Obida à Yaoundé. Longue vie à vous tous et soyez bénis. Bonjour le plateau, je dis un bonjour spécial à cette grande pensée appelée Parfum d'homme. Je suis amoureux de lui. Bon d'accord, si vous êtes amoureux de lui, il est là. Bon, pour le sujet d'aujourd'hui, beaucoup de courage au frère Peul, Alain Raoul Moukodi à Bali. Bonjour à la grande famille d'IBS la matinale, un salut particulier à notre frère africain Amadou, qui est venu nous éclairer ce matin pour cette thématique. Je me souviens que depuis l'école primaire, la maigre histoire de notre pays et de l'Afrique qui nous a été distillée par des peuples
des Peuls, plus précisément des Mboro, qui sont connus depuis la nuit des temps comme des nomades qui se déplacent à la recherche de verts pâturages pour leur bétail. C'est un peuple très sympa, mais qui est souvent frustré par le fait qu'ils parlent majoritairement leur langue. Quand j'étais au primaire, on allait manger le couscous de riz et la viande de bœuf dans leur case traditionnelle où il fallait se courber, bien qu'on était petit pour y entrer. Ils sont très généreux. Très bon début de week-end à vous sur le plateau. Thomson Errant depuis Bédi, ici même à Douala. Bonjour DBS, ainsi vous décryptez les couches sociales d'Afrique pour permettre aux peuples africains de comprendre et connaître leurs histoires. Nous ne sommes qu'au début de l'apprentissage. Merci, c'est André depuis le Gabon, du côté de Libreville. Bonjour DBS Matin, bonne thématique pour les pseudo-historiens. Je pose la question à M. Amadou qui a été très brillant dans son intervention. À quelle période les Mboro Bouvier se sont transformés en Peuls guerriers islamistes? C'est Bouba Gao, le Kirdi. Hein? C'est qu'il m'écrit là ce matin. Bonjour à tout le panel. Parlant des hôtels, ils sont devenus des entreprises purement... Bon, c'était pas le sujet. Je dis quand même le message. Des entreprises purement familiales. À quelques exceptions près, on comprend aisément pourquoi la qualité du service prend un coup. Le personnel qualifié cherche l'emploi et les non qualifiés occupent les postes qu'ils ne méritent pas. Donc, vous avez fait un coup de gueule, c'est tout le monde qui l'a pris. À propos des Mboro, posez la question à M. Amadou si sa parenté est respectée quand il faut que les Mboro tissent des liens de mariage. Est-ce que la parenté est respectée? La parenté, je ne comprends pas bien la question. Moi non plus, je comprends pas le sens de la question. Bon, parce que jusque-là, je comprends pas non plus la question, parce que quand il faut que les Mboro... bon, attends, je vais reprendre. Hein. Si la parenté est respectée, quand il faut que les Mboro tissent les liens de mariage. Bon, peut-être il veut parler de mariage entre cousins, cousines, parce que c'est très fréquent dans la culture Peul. J'aime beaucoup parler Peul parce que moi je considère de manière globale, puisque le Mbororo, qu'on appelle Mbororo, qui... vous avez dit que c'est une race de bœuf, vous l'avez dit. Une race de bœuf, c'est des Peuls également comme tout le monde, comme tous les autres Peuls. Donc, vous savez, dans l'histoire, il existait toujours un mariage qui était beaucoup plus conseillé entre cousins, cousines, parce que ça facilitait, n'est-ce pas, je vais dire, ça renforçait le lien des familles entre les cousins. Vous voyez donc, si vous prenez comme épouse votre cousine, c'est toujours votre famille qui grandit. Oui. Et il existait des rivalités entre les différentes grandes tribus, comme par exemple les Ilaga, les Kilba. Vous allez voir, le plus souvent, les Kilba se marient entre eux, les Ilaga se marient entre eux. C'est donc très beaucoup conseillé dans la culture Peul, le fait qu'il existe un mariage entre le cousin, cousine. Mais avec le développement, je vais dire, du monde, ça a causé beaucoup de problèmes, puisque actuellement, c'est difficile de voir que tout se passe comme avant, c'est-à-dire une seule personne qui contrôlait toute la famille. Dès qu'il y a un problème entre cousins, cousines qui constituent un couple, vous allez voir, dans la famille, il existe une partie qui prennent la cause de la femme et une autre qui prend la cause de l'homme, et ça divise la famille. C'est pour cette raison que aujourd'hui la nouvelle génération préfère éviter ce genre de problème en cherchant pour épouse dans toutes les tribus du monde, dans toutes les races du monde. Je le dis parce qu'il faut qu'on parle aussi des problèmes que rencontrent les Peuls dans leur communauté. Oui. Ça fait partie des problèmes aujourd'hui que le Peul rencontre. D'accord. On va revenir avec vous dans un instant, hein, Patrick, patient Parfum d'Homme. La signification des propos de Parfum d'Homme trouve son fondement sur le fait que c'est une intention de pérenniser la richesse, la seule qu'ils en ont. D'ailleurs, il faut préciser par ailleurs, je pose justement la question, quand on se marie comme ça, cousin, cousine, j'espère toujours que les hommes restent toujours les mêmes. Et ainsi, les enfants pourront avoir de... Mais justement, c'est cet aspect qu'il ne fallait pas élucider. Oui. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un problème. C'est les gens qui se déplacent. Oui. Ce pas les gens qui sont sédentaires. Donc, ils se déplacent. Bon, je peux décider de me déplacer avec ma famille. On est d'accord? Oui. Quand je dis avec ma famille, c'est-à-dire avec mon frère, mes soeurs, etc. Mes cousins. Si on va dans un endroit où on n'a pas d'autres gens avec qui on peut avoir une interaction sociale, qu'est-ce que je fais quand les enfants grandissent? Ils sont obligés de se marier entre eux. Est-ce que tu comprends, premièrement? Oui. Deuxièmement, un autre volet économique.
Tout à l'heure, on a dit quand un enfant naît, les oncles, les tantes apportent une tête de bœuf, chacun apporte une tête de bœuf, oui. Vous imaginez que moi j'apporte des têtes de bœuf à M. Jockey là-bas alors qu'on n'a aucun rapport? Je préfère le donner à quelqu'un qui va justement continuer à pérenniser, n'est-ce pas, le tissu familial. Le tissu familial. Oui. Donc il y a tout ça. Mais avec la nouvelle donne, comme Amadou vient bien de l'expliquer, nous sommes face à des situations qui vont forcément, c'est ça les dynamiques, hein, à la fois sociales et culturelles, essayer d'atténuer, n'est-ce pas, cette propension des Peuls, Bororo surtout, de vivre en autarcie du point de vue culturel et économique. Et bon, on verra de plus en plus des gens peut-être qui iront chercher femme ailleurs, etc. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui d'aller chercher justement une femme? C'est difficile, je continue de dire que c'est difficile. C'est difficile? Ma propre expérience. Je pose la question à Amadou. Non, ma propre expérience. J'ai failli avoir une femme Bororo. Oui. Quand j'étais dans le nord-ouest. Mais à la dernière seconde, alors qu'on était bien, nous pour parler était très bien avancé, elle m'a fait comprendre que non, le gars que tu vois là, c'est lui que les parents ont décidé qu'il doit être mon époux. J'ai dit, mais ce gars c'est qui? Et justement, elle me dit, c'est mon cousin. Nous sommes rencontrés à l'hôpital, hein. Nous sommes tous les deux malades. Et là, bon, j'ai jeté mon grain de maïs et ça a mordu. Mais malheureusement, la famille avait décidé autrement. Bon, vous avez suivi Patient Parfait d'Homme, il était le patient anglais. Ah oui, mais on rencontre l'amour partout. Hein. On vous comprend parfaitement, messieurs. Permettez-moi de lire encore quelques messages. Bonjour le panel Steve et enfin Dieu a écouté nos prières, une émission sur le Togo. Merci mes amis, parfait. Sapak, je vous attends lundi, Koubou Papa du Togo. Je vous ai dit, je vous ai promis, on parlera justement des 60 années de démocratie du côté du Togo. On va justement fouiller dans les casseroles de ce qui se passe actuellement du côté du Togo. Et au cours de la semaine également, nous allons nous intéresser au Togoland, qui est encore un autre gros problème, il faut le dire, fomenté par les Occidentaux. Mais lundi, promis, nous parlerons bien sûr du Togo. Continuons justement avec ces messages, hein. Il y en a énormément, il pleuve d'ailleurs ces messages. Bonjour DBS, que le boss augmente le temps de l'émission car il y a beaucoup à dire. Alfred de PK12. Oui, bon d'accord. Oh, c'est Steve, je reviens encore pour demander à ce que feront certains élèves qui ont composé le bac technique d'expression anglaise. La rentrée c'est lundi prochain. Dites-nous quelque chose ce matin. Où iront ces élèves? Bon, c'est pas moi qui prends, j'en parle, mais je prends pas les décisions. Hein, j'en ai parlé ce matin. Lionel de Bafan, bonjour mon frère Steve et à vos panélistes. Félicitations à monsieur Amadou, très brillant dans ses analyses. Parfait, patient parfum d'homme. Revenons justement sur ce sujet qui intéresse. Hein. On parle bien sûr, comme vous l'avez vu sur le thème ce matin, ces opportunistes politiques, ces opportunistes qui se lèvent le matin et qui veulent transformer justement la question Bororo en une question Hutu-Tutsi sur le continent, enfin sur le triangle national camerounais. Non, tout à fait. Patrick l'a bien démontré, les Bahutu, les Batutsi, c'est une fabrication de colons. Hein. Mais il y a encore une autre occasion aujourd'hui, ça vient justement d'une minorité de personnes qui vont créer un autre problème qui pourrait devenir un très gros problème. Je tiens d'abord à insister sur le fait que c'est une fabrication des colons. Oui. Les Bahutu, les Batutsi, c'est une fabrication des colons. Premièrement. Oui. C'est-à-dire qu'on segmente, on dit vous êtes la race des seigneurs, c'est vous qui êtes fait pour diriger. Oui. Et les autres, ils sont faits pour vous servir. Ah, et qu'est-ce qu'on fait? On reçoit la prouesse de prendre la minorité. Et c'est elle qu'on élève au rang de seigneur. Vous voyez? À partir de ce moment-là, on crée une reproduction sociale et politique des gens qui seront assujettis, dont les hommes ligent, n'est-ce pas, du colon pour continuer à même quand le colon part, il reste. Oui. Il part par la grande porte, il revient par la fenêtre, parce que ceux qui sont là, ils ont peur d'une chose. C'est-à-dire qu'ils ont le chemin est purement à la fois ethnique et j'allais dire communautaire. Si nous perdons le pouvoir, notre communauté ne reviendra plus jamais au pouvoir, parce que la démocratie, selon eux, étant l'affaire du nombre et non du programme, c'est fini. Or, on sait très bien aujourd'hui que quand on parle de démocratie, c'est pour ça que le terme démocratie, même quand on l'utilise, est un peu galvaudé. Pourquoi? Parce que la démocratie n'est pas seulement l'expression ou bien la volonté de la majorité, mais c'est aussi la capacité de choisir en toute connaissance de cause. Mais est-ce que c'est le cas? Quand les gens choisissent, tout simplement parce que tu t'appelles Ngossé, moi je m'appelle Dom, nous sommes de la même ère peut-être géographique, donc je dois te choisir. Ça n'a rien à voir. Tu peux être, on peut être des frères, et constater que l'homme qui est le mieux à même de défendre mes intérêts, c'est Amadou. Donc c'est lui que je vais choisir. Parce que c'est une question d'intérêt. Oui. C'est lui qui va prendre des décisions qui vont impacter dans la vie de ma famille, dans ma propre vie. Et c'est ça le problème qu'on n'a pas encore en Afrique. Je revenais pour dire, Steve, la fameuse conférence de Berlin,
c'est qui a foutu la merde complètement, ici chez nous en Afrique. Et les Bororo, les Peul Bororo, je m'en excuse, nous donnent l'exemple de ce que c'était l'Afrique. C'est-à-dire cette liberté d'aller partout sur notre continent, sans qu'on nous impose des histoires, des visas, des machins. Et c'est donc, ils sont donc en train de faire un véritable pied de nez. Je dis un véritable pied de nez au complot de l'Occident sur l'Afrique. Prenons cet exemple à titre symbolique pour qu'on comprenne vers où nous devons aller. Nous que nous disons panafricains. Oui. C'est-à-dire, un Africain, il est partout chez lui. Oui. Première chose. Deuxième chose, un Africain a le droit de mener son activité sociale, culturelle et politique partout sur son continent. Parce qu'il est chez lui en Afrique. Or, qu'est-ce que nous constatons? On constate que, et là maintenant je parle aux institutions internationales, et cette émission est la première d'une longue série qu'on va essayer de faire en essayant de toucher du doigt, c'est-à-dire en ayant les personnes idoines comme Amadou ce matin, mais aussi les communautés. On ira même vers les communautés pour que les gens voient le complot qui se cache derrière cette affaire-là. Le complot, c'est de montrer qu'en Afrique, vous êtes incapable de vivre en parfaite intelligence. De deux, l'Afrique n'est pas assez bien rentrée dans l'histoire. Monsieur Sarkozy, ce sont les gens qui ne comprennent pas d'où ils sont et d'où ils viennent. Troisièmement, l'Afrique, c'est un endroit réservé aux bêtes sauvages qui ne savent que s'entretuer et s'affronter. Et troisièmement, l'Afrique ne peut pas avoir des États viables. Parce qu'Anatole l'a dit, dans le préambule de notre constitution, il y a la protection des minorités, mais plus grave, il y a la notion d'autochtonie et d'allogénie. Le législateur, on peut questionner, on peut avoir des débats là-dessus. Mais le législateur a bien mis ce truc-là en place pour dire que, avec le cadrage de nos États, avec la colonisation, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on dépasse, ces barrières-là, ces frontières. Mais pour l'instant, puisque vous savez que nous avons, elles définissent, elles fixent un certain nombre de réalités. Oui. Voilà. La réalité d'aujourd'hui est la suivante. Certains sont autochtones parce qu'ils sont sur des espaces depuis des centaines d'années, voire des millénaires. D'autres n'avaient pas vocation à être figés quelque part. C'est le cas des Borolo. C'est pour ça qu'ils se déplacent. Avec des migrations récentes, tout à l'heure tu as parlé de l'Aire des Congo. On ne connaissait pas de présence Peul Bororo en Aire des Congo. Ils sont déjà. Même leur présence en Centrafrique est récente. Tu vois. Mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'en Centrafrique, il y a de verts pâturages, ils ont... pourquoi ne pas y aller? Ils ont continué, ils vivent en intelligence avec ces populations. Sans oublier d'ailleurs qu'il y a une grande partie du côté du Nigeria. Ces institutions... Oui, mais le Nigeria a été un peu comme un endroit où ils se sont densifiés, si on peut le dire. Je vous ai dit, ils sont partis de Guinée-Conakry, la grande vague migratoire à partir de Fouta Djallon, et puis ils ont essaimé un peu partout dans la zone sahélienne. Mais au Nigeria, ils ont trouvé une possibilité de s'installer durablement et progressivement sont venus vers le côté du Cameroun, le Tchad, le sud-ouest du Tchad et maintenant la Centrafrique et le Congo. Messieurs, allons-y, plus que 12 minutes pour sortir de cette émission. Malheureusement. Alors, pour sortir de là, c'est dit aux institutions internationales, arrêtez d'instrumentaliser et d'infantiliser les Africains. Quand les Africains viennent vous voir avec des projets aussi, j'allais dire, inopérants et incroyables que ce que nos frères Peul Bororo sont venus vous voir. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de leur dire, ok, on va envoyer une mission d'enquête pour essayer de nous rendre compte de la réalité de vos actions. Non, vous ne le faites pas. Vous dites, ah oui, c'est bon, le Cameroun est un pays vraiment catastrophique. Vous prenez de l'argent, vous donnez à des individus qui ne redistribuent même pas cet argent-là à leur communauté, aux communautés pour lesquelles, soi-disant, ils se battent. Ils se font plein de poches. Et vous continuez donc d'entretenir ce mythe des gens qui sont incapables, n'est-ce pas, de discuter, de se parler, mais surtout de pouvoir vivre en harmonie. Je crois qu'il faut défoncer, il faut détruire cette affaire-là, parce qu'elle est porteur des germes de beaucoup de problèmes pour une communauté aussi fière, aussi digne, comme l'a démontré sur ce plateau, que la communauté Peul Bororo. Monsieur, je vais vous passer la parole en 3 minutes. 3 minutes d'ailleurs. Hein. Je sais que Patrick est souvent prolixe, mais bon, je vais lui accorder 3 minutes pour sortir de cette édition. Patrick, jusqu'à preuve de contraire, on le sait, on a eu des problèmes dans l'extrême nord du pays avec Boko Haram, on a eu le nord-ouest et le sud-ouest qui sont à couteau tiré jusqu'à preuve de contraire, et on a également le problème de Séléka du côté de l'est du pays. Maintenant, on utilise justement la minorité Mboro pour en faire un nouveau problème dans ce pays. Une cartouche. Une cartouche pour faire évoluer justement le conflit. Oui. Et ça a toujours été ça au Cameroun.
depuis qu'on a décidé de mettre en place des gouvernants liges, c'est-à-dire des chefs de canton occidentalo-français déguisés en chef d'État. Vous comprenez? Parce que chaque nation ne se construit dans sa démarche de gouvernance que sur la base de l'exemple qui est donné par celui qui est à sa tête. Ça veut dire que chaque structure, quelle que soit, est toujours à l'image de l'homme qui la dirige. Vous comprenez? Alors, vous ne pouvez pas imaginer des concepts, mettre en œuvre des techniques et appliquer des stratégies pour un problème que vous ne maîtrisez pas. Et ça, c'est davantage vrai et pertinent sur le plan communautaro-culturel. Alors, par exemple, quand vous allez dire que non, c'est l'État qui décide. L'État, c'est qui? L'État, c'est justement les populations, c'est vous et moi, c'est Patient, c'est Amadou, c'est Anatole qui décidons, mais nous venons de quelque part. Parce qu'il faut bien préciser que la tribalité est légitime, parce que chacun de nous sort de quelque part. Vous comprenez? Mais maintenant, c'est quand on commence à instrumentaliser cette affaire-là à des fins qui n'ont rien à voir avec l'orthodoxie dans la gouvernance des peuples, que ça devient perfide. Et c'est ça que vous appelez le tribalisme. Et aujourd'hui, au Cameroun, vous avez des convulsions identitaires croissantes qui font que la géopolitique nationale s'architecture autour des solidarités locales. Vous n'allez pas voir que Yaoundé soit encore capable de construire une nation avec une vie nationale. C'est totalement impossible parce que c'est grippé là-bas de transformer les populations camerounaises en peuple. Donc si vous demandez à un Camerounais, vous êtes d'où? Et vous dites, non, je suis Bassa. Point. Le Cameroun est aux arrière-plans. D'ailleurs, on ne parle pas du Cameroun. Je suis Bassa, je suis Bamileke, je suis Tika, je suis. Pourtant, lorsqu'on met une nation en place, et sur le plan principiel, eh bien, on doit avoir un repérage qu'il faut ramener tout le monde pour que d'abord, la communauté de souvenirs historiques soit actée et qu'on puisse avoir l'éducation à Molondou, ça c'est à l'est d'où je viens, et à Bengui, en zone anglophone, il faut que ce soit exactement la même chose. Donc ça ne se fait pas à la sortie, ça se fait à l'entrée. Vous comprenez? Alors moi je suis de la région la plus riche du Cameroun. Ça je le dis pour que l'opinion le sache. Et c'est pour que ça serve d'exemple. Vous comprenez? Parce qu'à l'est, Cameroun, j'ai nickel, cobalt, or, diamant, manganèse, fer, mercure, charbon. Là-bas, j'ai 3 des 5 zones agroécologiques du Cameroun. J'ai 27% du bassin du Congo, c'est-à-dire 33 488 732,8 hectares de forêt. Donc si j'ai des élans de ces bandits, forcément je me replie chez moi. Je dis, bon écoutez, vous allez rester là-bas, mais j'ai un modèle. Un modèle politique sur le Cameroun qui s'appelle Ruben Oumlobé Podol, parce qu'il a porté la voix. Mais je vous rappelle que Podol est Bassa du littoral. Vous comprenez? Si ça avait été un homme de l'Est, ça se comprendrait justement dans la cosmogonie qu'on a présentée à l'opinion. Donc alors, il a posé les vrais problèmes du Cameroun. Et je n'ai cessé de marteler ce qu'il allait dire aux Nations Unies en 52, 53 et 54. Donc pour montrer qu'il avait posé le vrai problème, et bon, on a suscité des gens qui devaient simplement venir avec la stratégie de l'esquive, c'est-à-dire poser des problèmes qui n'ont rien à voir avec les populations, donc, et légitimer ça comme étant quelque chose de vrai, alors que ceux qui ont combattu, donné de leur vie pour l'honneur et la dignité africaine et camerounaise, on les a mis de côté pour mettre en surface ceux qui sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises. Maintenant, lorsque on rentre dans cette affaire-là, on ne va pas oublier, j'ai parlé de cette tribalité-là qui est légitime, qu'il faut absolument s'abreuver de toutes les connaissances. Imaginez les concepts, mettre en œuvre les techniques, appliquer des stratégies. Et il faut prendre l'information à la source. Et la meilleure source, ce sont ceux qui ont vécu là, qui connaissent l'histoire de là. Vous ne pouvez pas venir avec des politiques qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé là. Au nom de ce qu'on a fait à Berlin, où on s'est partagé l'Afrique de manière unilatérale. Comme un gâteau. Voilà, comme un gâteau. Vous venez vous dire, bon, voici comment on va fonctionner. Voici ce qu'on va mettre en évidence. Et on ne va pas oublier, pendant qu'on est en train de sortir de cette affaire CIF, ceux qui dirigeaient nos communautés. On a transformé les chefferies que vous voyez, donc les patrons, et ceux qui portaient la culture des communautés, on les a mis de côté pour susciter d'autres chefs de communauté à qui on a donné une feuille de route. Et la première feuille de route, justement, c'est de mettre en minorité ceux qui pouvaient revendiquer. Vous comprenez? C'est pour ça, donc, qu'on a ce problème où il y a la difficulté de faire un savant dosage entre les connaissances et les substrats traditionnels et historiques de ces zones-là, avec nos frères qui arrivent à gauche et à droite. Bon, si on décide, donc, de mettre de côté les Moro, nos frères, d'ici prétendent que le Cameroun, ils aiment beaucoup le Cameroun et que le Cameroun les intéresse, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent même gouverner le Cameroun. Et je vous rappelle que le Cameroun a eu un premier président, Amadou Ahidjo, qui n'était pas, si on doit rester dans cette logique-là, il n'était pas fondamentalement ça. Donc quand on va rentrer dans ce débat-là, on va pouvoir démontrer comment
Les Mbororo peuvent être importants dans les 28 pays que vous avez indiqués si jamais ils décident de se sédentariser parce que c'est des nomades sur le plan traditionnel. Donc, il faut comprendre que ce problème-là, c'est des bandits qui ont décidé sur le plan administratif et judiciaire de masculer tout ce qui pouvait aller dans la constitution de nos communautés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de Cameroun comme une nation parce que la nation vit à partir de la communauté de souvenirs historiques. Parce que vous allez voir que vos enfants à l'école primaire disent que le Cameroun est indépendant. Est-ce que vous avez, vous pouvez pas me contester ça? Les enfants récitent ça. Nous sommes indépendants depuis le 1er janvier 60. 1er janvier, c'est quoi l'indépendance? Vous avez compris. Voilà. Je vous avais donné 3 minutes, mais vous m'avez pris d'autres. Albert Anatolaï, si vous sortez justement de cette édition de DBS Matin, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Comme j'aime souvent le dire. Je ne serais sorti de cette émission sans quand même relever que par rapport à la crise anglophone, donc, comme on dit prosaïquement, nos compatriotes, nos concitoyens Bororo ont été victimes, n'est-ce pas, des exactions des séparatistes. Justement. Parce que justement, ils n'ont pas voulu céder à la pression des séparatistes. Et ils ont été victimes des représailles sanglantes, douloureuses. Ils sont encore victimes de la terreur. Il y en a qui ont perdu leur vie. D'autres ont été considérés comme étant les collaborateurs du système, c'est-à-dire des forces de défense de sécurité. Oui. On les a... Les femmes ont été violées, leurs filles violées, leur bétail tué. Ça, ceux qui sont allés aux organisations internationales doivent pouvoir relever ça. Et pour dire que ce sont les séparatistes qui les ont tués, qui ont tué leurs frères, qui ont violé leurs soeurs et leurs femmes. Ça, c'est important de le préciser. Je pense que c'était le prétexte du voyage vers les Nations Unies. On espère seulement que c'était le cas. Non, je crois. Parce qu'il faut que cesse, n'est-ce pas, la tricherie, la manipulation, l'instrumentalisation, mais surtout la malhonnêteté. Je précise bien de malhonnêteté intellectuelle. Merci beaucoup. Non, attendez, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut que, pourquoi ici, pour que ce soit complet, il ne faudrait pas qu'on utilise cet élément-là pour aller mentir sur la scène internationale, parler du sédentarisme qui n'a rien à voir avec le nomadisme. Vous avez, Amadou nous a bien expliqué quelle est leur démarche. Il faudrait que ce soit bien clair. Nous sommes d'accord qu'il ne faut pas récupérer et manipuler à gauche, à droite, mais la première manipulation ne doit pas venir de l'État, parce que le passage du membre du gouvernement aux Nations Unies il y a 48 heures, c'était pratiquement du mensonge. Donc sur le plan, parce que lorsque vous avez loupé le diagnostic Steve Jocelyn Goss, vous allez appliquer la mauvaise thérapeutique. Et sur ce plan-là, il fallait que la précision soit faite, même si je suis d'accord avec le principe d'éviter la manipulation. Continue, on vous suit. Alors, rapidement pour sortir. Il faut rapidement évacuer cet élément-là. Maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on enseigne à nos populations leur véritable histoire. Il faut la réforme justement de la chefferie. On le dit ici tous les jours d'ailleurs. Il faut la réforme de la chefferie traditionnelle, parce que c'était des éléments, on a extirpé les chefferies, des véritables chefferies, des éléments historiques, des véritables éléments de leur peuple. Tout à l'heure, ça peut l'indiquer. La troisième chose que je voudrais relever, et c'est important, il faut que l'État, la nation camerounaise qui est en construction, se construit véritablement, mais ce n'est pas que se construit par les gouvernants, parce que très souvent les gouvernants, ceux qui nous disent en tout cas, ont dévoilé l'histoire. Ça doit se construire avec la nouvelle élite politique. C'est clair. Merci beaucoup Albert Anatolaï. Je vais terminer avec Amadou ce matin. Finalement, on espère tout simplement vous souhaiter tout le bonheur, et surtout, pour nous, vous restez et demeurez justement nos frères. Comme vous aimez justement appeler vous, les autres vos frères, vous êtes en tout cas nos frères. Ok, merci. Je vais juste préciser quelque chose par rapport à la descente de certains individus à l'ONU, que s'il existe une association qui peut parler au nom de PEL, il en existe une, pour la coup, qui est une organisation internationale qui représente le PEL dans tous les pays où le PEL réside aujourd'hui en Afrique. Un Camerounais avait eu l'honneur d'être le président national en la personne de M. Kadir Yaya, qui est très connu, qui a fait beaucoup des activités dans ce domaine-là. Et par rapport à la marginalisation, je pense qu'on n'a pas besoin de préciser. Dans tous les pays en Afrique où les PEL sont présents, ils sont toujours présents, que ce soit dans l'administration, dans la vie politique. Au Cameroun, on les connaît très bien. Et le Grand Nord Cameroun n'est pas majoritairement PEL, comme les gens le considèrent. Le Grand Nord est vraiment dominé par d'autres tribus. Mais quand vous arrivez là-bas, vous allez voir que c'est la langue de Peul, le Fulfulde, qui est parlée. Je ne sais pas dans quel pays où les gens sont marginalisés, mais c'est leur langue qui est beaucoup plus parlée dans la localité. Et quand vous allez arriver là-bas, vous allez voir aussi que les chefferies traditionnelles, le plus grande chefferie traditionnelle, c'est l'Elamibé.
on parle beaucoup plus de l'Amibé. Aujourd'hui, quand on vous parle du Nord, on ne vous parle pas des autres chefs. Il en existe beaucoup, mais on vous parle de l'Amibé. Alors, une tribu qui est marginalisée a une puissance traditionnelle dans un pays où on le considère comme une minorité. Donc, je pense qu'il existe beaucoup de raisons valables pour contraire à ce mendiant international, comme les appelle le grand frère Patrick Sapak. Et ça ne fait pas partie des cultures de pelle. Quand vous marchez dans la rue, vous allez voir, il y a beaucoup de mendiants. Mais je vous assure, vous faites le tour des 28 pays africains que vous êtes en train de citer. Vous allez voir, vous n'allez pas trouver un peu mendiant. Un Tchadien, un grand frère qui est député, m'avait dit un jour, c'est lui-même qui m'a fait cette remarque-là, que ce qui le plaît avec la tribu Pelle, c'est que chez eux, il n'existe pas de mendiants. Donc, on ne comprend pas aujourd'hui comment se fait-il que des soi-disant Pelles montent à l'ONU pour faire des réclamations, alors que nous savons dans la société, les Pelles sont présents. Il faut le rappeler également que le plus grand milliardaire de l'Afrique francophone, c'est un Pelle. Vous comprenez? Oui, nous le savons. Merci beaucoup, Amadou Ramani, d'avoir été là ce matin. Permettez-moi de lire ce message avant que nous quittions. Bonjour au panel de DBS Matin. Le Cameroun aujourd'hui est vraiment à la croisée des chemins. Il y a 30 ans, les Mbororo et Maguida, mon grand-père, avaient leur chambre dans sa maison. Et c'était à Isson, un village d'Obala. Et c'était gratuit. Aujourd'hui, on fait tout pour opposer les peuples. C'est triste pour l'avenir. Écrit d'ailleurs cette personne qui nous a écrit ce matin. C'est vraiment triste. Vraiment très triste d'opposer justement les peuples. Je vais terminer avec quelqu'un qui nous écrit depuis Niamey. Bonjour DBS, je remercie monsieur Amadou pour l'histoire des Peuls Mbororo qui vient de nous écrire, de nous décrire. C'est très parfait. Il n'y a pas un Peul sans histoire. Que les gens cessent de marginaliser les Peuls. C'est un peuple solidaire, sympa et très sociable. C'est Fabrice Yomi depuis Niamey, qui vous écrit d'ailleurs ses félicitations. Merci beaucoup Amadou d'avoir été là ce matin pour cette édition de DBS Matin. Merci, je vous remercie. C'est un grand plaisir et même un grand honneur pour moi d'être sur ce plateau avec les grands que je voyais à travers la télévision, sur les réseaux sociaux, de me retrouver aujourd'hui sur le plateau avec mon grand frère Anatole, le héros Patrice Sapak, sans toutefois oublier le grand doyen. Donc, je vous remercie. Merci également à vous, Patient Parfait. Merci également d'avoir été là ce matin. Mais je pense que dorénavant, tu es un panéliste, tu es un consultant, et il ne faut pas faire la fine bouche. Non, mais vraiment. On va soit l'inviter. Nous, il a vraiment de la qualité. Il a la qualité. Merci beaucoup, Patrice Sapak, d'avoir été avec nous ce matin. Oui, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est de donner rendez-vous lundi. Lundi matin. Je confirme ma présence sur ce plateau lundi. Patrice Sapak sera là à tous les Togolais. On va se retrouver forcément lundi pour parler justement du Togo. Albert Anatola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Écoutez, c'est fait un plaisir, mais je voulais demander au chef d'établissement de payer les salaires de leur personnel. Oui, absolument. Payer les salaires et justement payer également les gens qui ont corrigé le bac et le moratoire aux parents. Cette affaire-là de dire que si l'enfant ne paye pas, il n'entre pas dans la salle de classe, qu'il laisse les enfants commencer, c'est difficile. Merci messieurs d'avoir été là, merci également à toute l'équipe technique, merci à la direction. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. Bon week-end à toutes et à tous, mais surtout, bonne journée. Au revoir.